Bonjour à tous, bienvenue sur Colibri TV, sur Twitch. Ça fait plaisir de vous retrouver. Allez, on a 3 minutes de retard, mais c'est pas très grave. On est là sur la quatrième émission, le 4e jour du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, dans l'émission Un cours sans sucre. Ça fait plaisir de vous retrouver. On voit quand même que y a un peu de réaction aussi sur les replays, sur les podcasts, donc ça fait plaisir. On est avec la petite équipe qui est avec nous en présentiel et en distanciel. Aussi. Covid oblige. Malheureusement. Salut Xavier. Bonjour Jonathan, bonjour tout le monde. Ça va bien ? Ça va très bien. Écoute, en ce 7e jour ? Non, 6e jour. Ouais. Je ne sais plus. Oui, 6e jour. C'est T'es ça. un peu perdu déjà. Non, avec les chiffres, mais ça va. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui. Tu reviendras sur la séance Canal+ que tu as vue hier. Ouais, absolument. La séance Canal+ qui était super intéressante avec ce sujet sur un avenir positif et possible. Voilà, dans 10-15 ans. Donc, on en parle. On aura l'occasion de revenir dessus. Il y a en webcam avec nous en distanciel Andrés. Salut Andrés. Ouais, c'est marrant, tu parlais d'avenir positif, bah moi c'est mon avenir là, je suis positif. Donc, je suis en webcam du coup, je suis cette émission en distanciel, plus un robot. Positif au Covid, ça va quand même ou pas ? Oui, j'ai ma voix qui s'en va des fois, qui va faire un petit tour, qui elle je pense profite du festival, mais moi je reste là. Ah. Bon. Tout à l'heure normalement il y a Amélie qui nous rejoint avec toi, c'est ça hein ? Tout à fait, elle sera là tout à l'heure. Bon, comme ça elle viendra nous parler un petit peu du festival aussi, qu'ils ont pu vivre en début de semaine, mais malheureusement... Ça s'est vite arrêté. Ouais. C'est ça. Mais bon, ça n'empêche pas quand même qu'on puisse faire cette émission Un cours sans sucre pendant toute cette semaine. On va parler aujourd'hui très spécifiquement de la section pop-up, puisqu'on va parler de YouTube, puisque les vidéastes du web s'invitent sur le festival du court-métrage de Clermont. On aura d'ailleurs un peu plus tard dans cette émission Anis Rally et Alexandre Martinelli, qui sont 2 réalisateurs nommés dans la catégorie pop-up. Mais juste avant, on a 2 membres du jury qui sont avec nous et qui viennent d'arriver. Je vous invite à vous installer. Anaïs Fabre et François Terrel. Micro rouge et parlez bien proche du micro, les casques sont à votre disposition et merci de nous avoir rejoints. Bonjour à vous deux. Et bah écoute, bonjour. Ça y est, c'est bon, ça marche. Oui, si j'appuie sur le bouton, c'est mieux. C'est mieux quand il appuie sur le bouton. Bonjour François Terrel, bonjour Anaïs Fabre. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission à cours sans sucre où aujourd'hui on va parler spécifiquement de cette section pop-up dont vous êtes le jury. Déjà première question, comment vous êtes retrouvé dans ce jury ? C'est le festival qui vous a directement contacté ? Un mail, ouais. Alors moi, est-ce que vous êtes dispo ? Moi vraiment, je n'étais pas le premier choix du festival, mais j'avoue, tant pis, c'est un peu la honte. Non, moi non plus. C'est vrai ? Ouais. Ah bah très bien. Ah bah voilà. On est des rebuts. On s'en fout, l'histoire ne retient que les gens qui font le truc, tu vois. On s'en fout d'être les seconds choix. Oui, en fait, Julie, qui s'est occupée un petit peu de tout organiser pour la section pop-up, est venue faire un tour à Frames. Elle a fait un petit peu ses repérages de gens qu'elle avait envie de voir sur le festival. Et puis voilà. Frames, qui est un festival avignonnais, dédié à la vidéo web. Oui, je l'ai fait comme si c'était ça coulait de source. Non, mais on rôde notre duo là, c'est bon. Festival que tu as cofondé, François. Ouais, c'est ça. Il y a 5 ans maintenant, 5-6 ans. C'est 2016, si je dis pas de conneries. Ouais. Et alors moi, j'en parle avec beaucoup de tendresse aussi parce que j'ai pu vivre la toute première édition de Frames. Et moi, j'ai fait la dernière. Ah bah voilà. Alors peut-être que il faut qu'on arrête le festival maintenant, comme ça il y a une sorte de cycle qui va se créer. Peut-être que tu te souviens pas, mais on était l'un des seuls médias présents sur Frames et tu étais notre toute première interview du coup. Mais c'était vous ? Oui. D'accord, ça y est, je remets. En 2016, exactement. Okay. Alors pas avec Colibri, parce que là, la chaîne Twitch s'est lancée très récemment, mais avec un autre média. Mais ça n'existait pas, Twitch, en 2016, ou alors c'était les tout prémices. Hein. Ouais. Oui, quand vraiment même, il y avait déjà des gros Twitchers comme Mister MV ou Zerator, voilà. Mais oui, c'était les prémices quand même. Oui, on n'y était pas encore. Non. Du coup, Frames Festival des vidéastes du web. On va pas dire vidéastes YouTube parce que ça serait réducteur. Oui, non, c'est la création web. Après, bon, bien sûr, il y a une très large part dédiée à YouTube, mais c'est création vidéo web au sens large. En parlant un peu de ce festival, François, parce que je pense que sans ce festival, peut-être que cette section YouTube au festival du court-métrage aujourd'hui n'existerait pas. Enfin, Frames a pulsé pas mal de choses, j'ai l'impression. Ouais, mais après, il y a une sorte d'effet, il y a un air du temps, quoi. Il y a un petit effet boule de neige où il y a des initiatives qui vont créer une sorte d'émulation à un certain moment. Et en fait, c'est difficile de savoir ce qui crée quoi, finalement. Ouais. Du coup, c'est bien. Non, mais c'est cool que Frames ait pu occuper une place dans le paysage de la vidéo web qu'il n'y avait pas avant. Parce que jusqu'à présent, on avait créé Frames. On va faire une émission sur Frames. Alors c'est bien d'en parler parce que c'est quand même les prémices. Et après, on parlera aussi de vos activités perso qui ajoutent à ça. Mais c'est vrai que Frames, j'ai l'impression que c'est un peu le catalyseur quoi, en fait, je pense qu'on a été
les premiers sur ce créneau bien particulier, parce que jusqu'à présent, il y avait les conventions plus pop, geek, Japan Culture et tout ça, qui ne savaient pas trop quoi faire des vidéastes web. Et il y a eu une envie de créer des trucs un petit peu dans la lignée de la Vidéocon, Video Convention aux States. Et c'est là qu'il y a la Paris Video City et tout ça, et des conventions de gros youtubeurs en fait qui sont apparus. Mais avec Frames, on avait envie de créer pendant un peu plus, on va dire, vulgarisation, culture et tout ça. Depuis, on a eu quelques autres, je pense notamment Play Azure à Nice. Mais après, voilà, c'est vrai que c'est pas encore quelque chose de démocratisé. Ça, c'est en train de devenir de plus en plus, j'ai l'impression. Mais c'est cool parce que les institutions sont en train de prendre la température de ça, prendre au sérieux aussi, mais aussi s'intéresser. On le voit aussi avec la sélection pop-up où il y a pas mal d'attention qui a été focalisée, j'ai l'impression, dessus. Le web s'invite un peu dans tous les festivals qui étaient plus conventionnel jusqu'à présent, quoi. Et puis ça a été annoncé comme l'une des grandes nouveautés 2022 sur le festival de Clermont qui, si on doit le rappeler quand même, est l'un des plus grands festivals au monde. Peut-être passons quand même aux présentations un peu perso. Anaïs Fabre, du coup, comédienne, auteure également. Je vais pas faire la liste de toutes les séries et feuilletons télé, films. Ça va très vite, j'ai pas une carrière non plus. Si je dois tous les citer, ça commence à faire pas mal. Non, écoute, pas mal de télé en tout cas. Ouais, c'est beaucoup la télé qui m'a fait vivre jusqu'à présent, un petit peu de cinéma, et puis le web s'est invité dans mon parcours plus récemment, avec notamment une web-série que j'ai créée qui s'appelle TAC, Troubles absurdes du comportement. Qui est tellement bien. Oh, merci François. Oui. Elle est tu bien. dis ça parce que grand prix du jury au Frames Festival. Ah oui. C'est pour ça. Mérité. Mais c'est pas nous le jury. Hein. Je veux bien être clair là-dessus. Et puis non, voilà. Et puis on en est là. Voilà. Et c'est vrai que l'écriture, pareil, est arrivée un petit peu sur le tard. Et c'est une nouvelle perspective pour moi très, très chouette à découvrir. Et un peu sur le web, avant, tu avais travaillé, me semble-t-il, sur Les Engagés. Avec notamment Slimane Baptiste-Beroun. Mais moi, j'ai un problème à dire web pour des séries qui sont quand même... Alors Slash, effectivement, c'est une série digitale. Mais comme c'est quand même France Télévisions, j'ai du mal encore à dire web-série. À dissocier en fonction du producteur ou du diffuseur. Absolument, Les Engagés. Et puis, par ailleurs, Vestiaire Libéré aussi sur YouTube. Enfin, voilà. D'autres projets web. Et alors François, qu'on connaît peut-être aussi plus sous le nom de Fossoyeur de film depuis longtemps sur YouTube, avec ce personnage 10 ans qu'on connaissait. Et ce personnage... Ça rajeunit pas. Ah là là. T'avais 12 ans du coup quand J'avais 12 ans. Moi oui. Enfin non. Mais ce personnage duquel tu t'émancipes un peu plus pour créer de nouveaux formats aujourd'hui, notamment le format des virés là où tu vas visiter des j'ai des décors de films un peu à tout le monde. C'est plutôt cool ça comme boulot quand même. Ouais, alors c'est sympa. Tournée, Mais j'aime bien quand on en bave aussi. Par exemple, on a tourné en Islande là en novembre et on en a bavé, mais c'était du plaisir de bout en bout. Mais non, j'ai terminé l'émission et le personnage du Fossoyeur de film en 2018, où je fais plus de chronique fiction depuis. Mais j'avais envie de diversifier le truc, donc maintenant effectivement il y a la série documentaire des virées cinéma à travers le monde. Il y a Caméra Obscura qui est plus des sortes de courts-métrages de mash-up autour des rapports entre cinéma et magie. Puis différentes choses, Cut aussi. Enfin, pardon, j'aime beaucoup le concept de cut. Je trouve de remonter un film à la manière de. C'est très marrant à faire. Le dernier, c'était Maman, j'ai raté l'avion, c'est ça ? Ouais. L'épisode spécial Noël. Avec Alexandre, qui vous allez recevoir plus tard. Alexandre Martinelli, qui est le réalisateur de Casse-Dep, qui est un court-métrage dont il faut parler. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Donc, beaucoup de projets pour tous les deux. Et vous êtes là en tant que jury pour ce programme pop-up au sein du festival de Clermont. Vous le disiez, justement, un festival comme ça qui laisse de la place à YouTube, qui laisse la place aussi aux vidéastes du web, ça en dit long ou pas sur finalement ce que sont les créateurs du net aujourd'hui ? On les considère ? Vous avez l'impression qu'on considère davantage les créateurs ? Oui, forcément, si on en arrive à avoir un festival de catégorie A qui fait une section spéciale, c'est qu'on se rend compte que ça prend une large partie, ça existe, et puis surtout, c'est foisonnant. Enfin, YouTube, c'est quand même un terrain de jeu illimité, quoi. Donc oui, il est temps de faire ressortir des pépites. Et un festival comme ça qui laisse la place, c'est formidable. Puis on l'a vu dans la sélection, il y a que des propositions très différentes. L'idée, c'est vraiment... c'est aussi une conférence qu'on va faire cet après-midi sur la différence a priori entre le court-métrage web et le court-métrage plus classique. Et la différence est assez floue aujourd'hui. Il y a pas mal
contextes différents, de création, sur le matériel, sur les formations, sur beaucoup de choses. Mais les frontières se brouillent de plus en plus. Mais en même temps, il y a une grammaire un petit peu web qui continue à surnager et peut-être un espace de liberté qui est plus, et d'expérimentation qui est plus affirmé sur le web. Donc c'est intéressant vraiment de prendre le pouls de tout ça. Et ça me semble, c'est vraiment cool qu'un festival comme Clermont mette ça en avant. Mais c'est pas surprenant pour moi. Parce que c'est vraiment, il y a toute une partie de la création aujourd'hui qui se fait aussi là, et ça serait vraiment dommage de ne pas le mettre en avant, quoi. Oui, parce que le festival, c'est un lieu d'expérimentation. YouTube ou le web est en un aussi, donc c'est normal que les deux univers se retrouvent. Ouais. Andreas, tu avais une question ? Oui, bah moi j'avais une... Pardon. Tu vas retrouver ta voix. Il faut prendre ce petit sirop. Hein. De quoi ? Il faut prendre ce petit sirop. Hein. Oui, bah ouais. Et faut le prendre tout le temps. Non, ma question c'était sur YouTube, et sur le web en général, il y a une quantité astronomique de projets, de vidéos avec différents formats. Comment on fait pour se démarquer et pour arriver à faire un court-métrage qui fonctionne sur ce média-là qui est déjà hyper saturé de plein de vidéos de différents formats? Si seulement on savait. Très bonne question. Alors moi, je vais te répondre de mon point de vue de créatrice. Je pense que c'est une mission suicide, en fait. Moi, je pense qu'on ne va plus sur YouTube en se disant « je vais faire quelque chose et je vais me faire remarquer avec ce quelque chose ». Moi, je pense qu'on va sur YouTube en se disant « je vais m'en servir comme labo ». Et puis maintenant, en plus, on a quand même, au-delà de festivals qui permettent de mettre en lumière certains projets, il y a aussi des institutions qui permettent d'aider la création sur Internet. Donc le CNC Talent, notamment, qui est quand même une formidable aide. Et puis, les régions commencent à s'y mettre, parce que jusqu'à présent, les régions n'aidaient pas la création sur le web. Et là, par exemple, la région Sud a lancé ça, et je pense que ça va suivre un petit peu partout. Mais je pense que plus personne, le mythe des mecs qui arrivent sur Internet et qui font un carton, c'est Studio Bagel, et ça a 15 ou 20 ans maintenant, et ça ne se fait plus comme ça, je pense. Là, c'est vraiment un labo. Et on en a parlé justement, le YouTube, qui est quand même une espèce d'hégémonie de création Internet, est conscient qu'il y a quand même un problème un peu de fourre-tout sur ce média-là. Et la question se pose peut-être d'essayer de cloisonner un peu, de faire une section fiction sur YouTube pour essayer de séparer, parce que là, tu peux créer une série ou un court-métrage et puis passer entre une nana qui se fait du maquillage et un mec qui va jouer sur des jeux. C'est très genré ce que je raconte. Mais en tout cas, voilà. Ça sortira pas d'Internet. Super. Heureusement que personne n'enregistre ce que je dis, parce que je passerai vraiment pour une conne. Non, voilà, du coup, c'est vraiment très compliqué. Il faudrait arriver à trouver des astuces pour en tout cas séparer un petit peu les contenus. Ce serait déjà une première belle étape. Ouais, parce que pour mettre en avant évidemment ce genre de contenus qui sont différents, je sais pas, par exemple d'un fit and fun ou de quelque chose. Enfin, je veux dire, il y a un travail quand même plus en amont, aussi un fit and fun, je suppose, pour certains. Pardon, oui. J'ai 37 ans, je ne comprends pas. Fit and fun, c'est les vidéos à la McFly et Carlito, par exemple, avec plein de gens autour. C'est le bon délire entre potes. Voilà, c'est ça. Okay. C'est bon, on sait qui est McFly et Carlito ? Oui, absolument. Oui, c'est bon, d'accord. Non, mais je te pose la question, Anaïs. Non, mais tu fais bien. Parce que hier, j'ai quand même dit, on va avoir des gens pour faire une vidéo Twitch. Donc, c'est pour te dire le niveau de... Mais oui, ça serait intéressant de cloisonner, même par exemple tes virées qui sont beaucoup plus cinématographiques que ce qu'on peut voir ailleurs sur YouTube. Et ça fait moins de vues. Et oui. Mais c'est la règle du jeu, en fait. C'est ce que tu disais, Anaïs, c'est que c'est une plateforme, si tu veux, d'expérimentation, c'est une plateforme pour rendre disponible, mais il n'y a rien qui garantit quoi que ce soit. Si tu es par exemple sur YouTube, c'est presque algorithmique, quoi. Juste si tu fais du court-métrage ou du documentaire, ça marche pas. Sur un point de vue de pur développement, quoi. Un marketeur, par exemple, regarderait ma chaîne, il ferait une attaque. Parce que mais heureusement, j'ai la chance d'avoir assez de public pour pouvoir me permettre de faire ça et d'avoir suffisamment quand même de visibilité. Mais par rapport à des formats beaucoup plus réactifs, et régulier aussi. Et régulier, c'est ça. Après, c'est les plateformes qui aussi encouragent ça. Ce qui fait que quand tu fais du court et quand tu fais du documentaire, Internet et particulièrement YouTube ne sont pas du tout une fin en soi. Par contre, ça peut être une bonne plateforme pour rendre accessible, ça peut être une bonne étape. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait hier, en fait, c'est presque algorithmique, encore une fois.
plus tu travailles sur un contenu, moins il fait de vues. C'est presque le truc un peu... c'est compliqué en fait. Donc en fait, il faut poster des trucs ou mettre des vidéos. Les vidéos de chats, c'est bien. Ouais, donc d'accord. Donc j'ai filmé mon chat. Alors tu vois, je vais te donner un exemple. Hier, je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai posté sous ma fenêtre à 8h30 du matin, il y avait un mec tout nu qui passait. Je l'ai filmé et cette story Instagram a fait plus de vues en 24 heures que un épisode de tag peut en faire en 24 heures. Et ton compte n'a pas été fermé. Et mon compte n'a pas été fermé. Et vraiment un épisode de tag, c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie. Et non, vraiment le mec tout nu qui passait. Mais en même temps, il y a un mystère autour de ce mec parce qu'on était persuadé que le mec était nu mais il portait des pompes, des sneakers. Mais non, ses pieds étaient très très blancs. Mais véridique. Voilà, si on retrouve, on fait un appel peut-être. Dans Clermont-Ferrand là. Ouais, mais juste sur la place Jaude là. Jaude, pardon. C'est pas grave. La place de Jaude. Ouais, c'est ça. Et il passait juste tranquille. C'est la première fois que vous venez à Clermont, peut-être pour le deuxième festival, pour moi, mais j'étais déjà venu. C'est bien, ça vous donne. Ne vous dites pas que tous les Clermontois se baladent tout nus. C'est pas un échantillon. Mais c'est pas un problème. C'est revenir, moi, perso. Mais justement, c'était hyper intéressant ce que vous étiez en train d'évoquer par rapport à la création sur YouTube et ce que ça implique aussi. Mais créer sur le web, est-ce que ça passe côté vicieux plus que pour un court-métrage classique où on veut d'abord créer, produire et puis après on verra comment vit le film en salle, en festival. Là, en mettant sur YouTube, d'avoir cette espèce d'envie de course au like, de course à la vue, plus que pour un court-métrage classique, est-ce que finalement dans la création, dans l'aspect artistique, ça biaise pas la chose quoi? On le voit, il y a même dans la forme des courts-métrages, les courts-métrages qui ont été créés par des gens issus du web ou il y a moins de place pour prendre de risques sur le fait de perdre des gens. Où il y a beaucoup plus de musique présente souvent, il y a beaucoup plus de... Tu n'as pas l'air très d'accord. Non, je suis pas d'accord. C'est une tendance, hein. Après il y a plein d'exceptions. Oui, mais il y a aussi, c'est quand même un terrain de jeu d'une liberté... Ah ouais, complètement. Mais c'est ça qui est pernicieux, c'est qu'il y a une liberté, mais il y a aussi des codes qui sont là, il y a effectivement ce truc un peu qui est là, cette course aussi à l'attention et à avoir peur en fait de perdre un spectateur qui est constamment dans le flux. Contrairement à une salle de cinéma où il est juste là et il va regarder ton truc. Et de toute façon, la création, tu es toujours soumis à des contraintes. Le but du jeu, c'est d'essayer de s'en libérer. Mais quand tu crées pour une chaîne, tu as vite tendance aussi à charter ton projet pour que ça colle avec... tu vois, moi là, j'en suis à me dire, pour mes prochaines créations, ah ouais, mais alors si je veux pouvoir le vendre à Arte, il faudrait que j'apporte plutôt tel thème. Mais si je veux le vendre à Slash, il faudrait que je... Donc en fait, tu es toujours en train d'essayer. Le but de la création, c'est quand même que ton projet soit vu. Bien sûr. Et du coup, tu es quand même toujours en train d'essayer de faire fitter ce que tu racontes avec ce que tu vises, tu vois. Donc, Mais tout de suite sur YouTube ou sur ces plateformes, on voit le nombre de vues quasiment en direct, on voit les commentaires, on a envie de réagir tout de suite. Il faut s'en libérer très vite. Ça manque de recul, enfin, par rapport à une salle peut-être où le film a le temps de mûrir, a le temps de parcourir des festivals, tout ça, et ça manque peut-être un peu plus de recul. Ça demande une sorte d'hygiène numérique, quoi. Mais on le voit en fait, quel que soit le truc qu'on fasse, que ce soit du fit and fun, du truc, du machin, c'est que très rapidement en fait, Internet va te dicter un certain rythme et tu dois vraiment arriver à imposer le tien et avoir la chance aussi que les gens l'acceptent si tu as envie aussi de faire un truc qui soit vu. Mais c'est super compliqué. Après, quand on en parlait, là je pensais à une chaîne qui s'appelle Corridor Digital, je sais pas si vous connaissez. Oui, c'est dans les effets spéciaux notamment. Exactement, des Américains et c'est une super chaîne. D'ailleurs, c'est 2 super chaînes. Et en fait, à la base, ils ont cette chaîne de courts-métrages qui sont des courts-métrages souvent qui sont assez viraux et tout ça, qui fonctionnent bien. Mais c'est à partir du moment où ils ont fait leur chaîne secondaire qui est plus axée sur les expériences, le fit and fun avec de gros guillemets parce que c'est extrêmement travaillé et sur leur fameux format VFX Artist React machin. Je ne comprends rien. Non, depuis tout à l'heure, je vois Anaïs Ducandeli qui fait mais parler français. Alors, c'est une chaîne dédiée aux effets spéciaux. En fait, c'est 2 chaînes. Ils font d'abord des courts-métrages. Ils ont fait une deuxième chaîne où c'est en gros les coulisses et des petites expériences autour des effets spéciaux et des réactions en fait à des films machin. Et c'est à partir du moment où ils ont fait cette chaîne secondaire que ça a complètement explosé en termes de vues. Et il y a un truc un petit peu cercle vertueux qui se crée entre leurs 2 chaînes. Même si j'ai l'impression que la première, elle est beaucoup moins alimentée maintenant parce que c'est la deuxième qui a pris beaucoup plus d'importance. C'est ça, il y a presque, je crois, du contenu hebdomadaire maintenant sur la même plus sur la. Je crois qu'il y en a en fait, c'est une chaîne de réaction où ils regardent des films et ils disent ils ont fait cet effet spéciaux comme ça, c'est intéressant. En fait, c'est juste une chaîne de réaction alors que l'autre c'est en effet plus travaillé avec des courts métrages. Mais cela dit, la chaîne de réaction c'est pas que juste des réactions, il y a aussi pas mal d'expérience, mais c'est extrêmement travaillé. Mais c'est ça qui est le truc, c'est que ça donne pas l'impression d'être travaillé et d'être vraiment pris sur le vif, alors qu'il y a un storytelling de dingue derrière et t'as quelqu'un qui est vraiment dédié
à écrire en fait l'histoire de leur sitcom au jour le jour quand ils travaillent. C'est peut-être ça aussi le secret du coup, de réussir notamment sur les réseaux, sur les sites de partage de vidéos. C'est de montrer qu'il y a beaucoup de travail sans pour autant peut-être montrer qu'il y a, enfin je sais pas comment dire. Il y a beaucoup de travail mais sans forcément le montrer et avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Arriver à le rendre accessible. Ouais. Et après c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à avoir cette notion de bien communiquer, donner envie, sans tomber dans le putaclic. Il y a une sorte de zone au milieu qu'il faut arriver à viser. Mais ouais. La même vidéo que tu fais, selon le titre que tu lui donnes, la vignette que tu lui donnes, pourra complètement bider ou avoir un succès dingue. Ah oui, l'aspect communicationnel, j'ai l'impression encore plus important. Notamment parce que quand on poste, enfin n'importe qui peut poster. Alors que sur un court-métrage classique, il y a toute une prod, il y a des diffuseurs aussi derrière qui gèrent cet aspect de communication. Enfin, le schéma aussi économique est différent. Mais c'est ça. Mais il y a 1 an ou 2 ans, j'avais fait une vidéo sur le Beowulf de Zemeckis, qui est celui qui est fait entièrement en capture volumétrique et tout ça. Et si j'avais appelé juste Beowulf-critique ou analyse, ça aurait été perdu, quoi. Tandis que je l'ai appelé le plus beau film moche, parce que c'est vraiment le de malin, suite, malin, n'est-ce pas? Mais de suite, ça crée une sorte d'intérêt et c'est assez raccord aussi avec ce que la vidéo raconte. Donc vraiment, c'est une sorte de jonglage épuré avec les mots pour arriver à trouver ce qui va être ludique. Moi, ça me semble de la magie, quoi. Bah ouais, mais c'est très compliqué. Tu sais pas ce qui peut marcher, tu sais pas ce qui fait que le truc sort. Cliquer, C'est aussi du lot, quoi. Ça, c'est aussi un nouvel aspect ou pas du boulot de créateur? Ouais, mais c'est un aspect qui me désintéresse au possible, en fait. C'est un aspect que j'ai pas du tout envie de creuser parce que c'est pas mon métier déjà. Tu vois, moi, je raconte des histoires. Déjà, je trouve ça vertigineux moi, je suis comédienne, pour arriver à passer à écrire, c'est déjà une espèce de transformation de se dire, ok, tu peux raconter des histoires. Si en plus, il faut que je me dise, ah ouais, mais alors selon les mots que j'utilise, ça va faire... Enfin, je me perds et je sais plus ce que je fais dans ma vie, quoi, tu vois. Donc, mais le fait est que il faut avoir un producteur qui s'occupe de ça et qu'en fait, quand tu te lances sur YouTube, tu n'as pas forcément un créateur. Enfin, moi, je trouve ça... C'est pour ça que je répondais tout à l'heure en disant... moi, je trouve ça carrément plus du tout envisageable, le web, comme vraiment lanceur de talent qui va faire des millions de vues tout de suite, quoi. Là, on en a 5 sur ce programme Pop-Up. Alors, je ne sais pas si on utilisera le mot talent, mais en tout cas 5 créateurs, 5 réalisateurs. Il y a beaucoup de talent dans ce et il y a quand même beaucoup de talent. Voilà, c'est juste que le mot talent tout de suite n'est pas très objectif, mais en même temps on n'a pas envie d'être objectif parce qu'il y a quand même de sacrés bons courts-métrages. Mais ça va du format 3 minutes au format 20 minutes avec des histoires complètement différentes, des styles différents aussi. Là, c'était la plupart vous les avez déjà vus avant de venir à Clermont, on est d'accord? J'en avais vu 2 avant de venir à Clermont. J'en avais vu 1, moi. Ah d'accord, vous n'avez pas tout vu encore. Non mais du coup c'était bien c'était bien de les découvrir en salle hier soir. Ouais, c'était génial. Justement, tous sur le même format, les mêmes conditions de visionnage et avec un public, c'était vraiment cool. Et alors ça c'est notre question, c'est est-ce que vous avez le sentiment que les courts-métrages là qui sont des courts-métrages web ont été créés, pensés aussi pour être vus en salle? Parce que c'est pas tout à fait les mêmes conditions son-image, c'est différent. On s'est posé la question et pas tous en effet. Mais ça dépend parce que par exemple il y en a un qui est issu de Théo, qui est issu d'école de cinéma, ce court-métrage. Et tout de suite, il y a une esthétique différente qui s'en dégage parce que c'est pas les mêmes manières d'apprendre à gérer une équipe, une caméra, pas la même manière de bosser avec un chef-op ou tout ça. Tandis que sur les autres, en fait, sur le web, on est plus sur un monde d'autodidactes la plupart du temps. Il y a pas mal de gens qui sont issus de formation de visuel et tout ça, mais il y a un truc où ça se sent, même quand on n'a pas forcément de connaissances techniques, ça se sent à l'image, dans le rythme, dans la manière d'éclairer, il y a un truc un petit peu différent. Et c'était justement super intéressant d'interroger toutes les frontières YouTube, pas YouTube, à travers cette sélection-là. Et alors justement là alors on va pas donner le prix en tout cas parce que ça sera vous avez une exclusivité ce matin dans la journée, je sais plus dans l'après-midi ou ce soir, à 4h, ouais c'est ça. Il y aura la réponse, mais est-ce que justement vous avez entre guillemets choisi le meilleur court-métrage artistiquement parlant ou aussi celui qui s'adapte peut-être le mieux à ces plateformes? Ça a été on peut pas te répondre. Non mais en fait sans donner le nom du court-métrage, tu vois, le meilleur ça veut rien dire quand en fait, on a tout de suite été obligé de se dire, ok, c'est avec lequel que tu ressors
qui t'a fait la plus grosse impression, parce que tu Alors, peux je pas vais poser avoir la les mêmes question critères différemment. sur 30 minutes, C'est ça. 3 minutes. Est-ce qu'on peut être jury d'un programme pop-up comme jury de n'importe quelle autre sélection, sachant Moi, je qu'on ne pense que sonde oui. pas le même Oui, style de oui, court-métrage à la base? Oui, Ouais. tout en gardant l'esprit. Il y a plein de critères qui entrent en jeu de toute façon, mais en gardant l'esprit, effectivement, que c'est aussi quelque chose qui est censé représenter ce qui est la créativité à Internet aujourd'hui. Donc c'est un critère à prendre compte, mais c'est loin d'être le seul. Du coup, il y a eu beaucoup de discussions hier et c'était pas une évidence absolue parce que encore une fois, c'est une nouvelle sélection, des nouveaux enjeux. Du coup, voilà, on s'est senti une responsabilité incroyable. Ouais, absolument. Un poids sur les épaules. Vous êtes le tout premier jury. Et oui. Ouais. Pop-up. Je donne quand même le nom de la troisième personne qui vous accompagne, qui est Oriane Hurard, qui est productrice et membre de la commission. Mais ça aussi, c'est génial parce qu'on n'a pas du tout les mêmes expériences. Ouais. Et, 3 univers différents. Ouais, 3 univers différents. Et du coup, c'est très riche comme discussion parce que on va pas aller regarder les mêmes choses peut-être. Ouais. Donc là, le prix sera remis cet après-midi. Et en plus, il y a une conférence, c'est ça? À 2h, ouais, à 14h, sur tout ce dont on parle en fait, sur qu'est-ce que c'est la création web aujourd'hui, où sont les frontières entre le court-métrage web et le court-métrage non web. Est-ce que c'est juste une question de forme, c'est juste une question de financement, c'est juste une question de symbolique qu'on a, parce qu'on a... Le monde évolue, mais on a quand même aussi des références parfois qui restent un petit peu ancrées dans une vingtaine d'années en arrière, parce qu'elles sont juste tellement fermement ancrées qu'elles sont là. Et voilà, ça va être intéressant de voir. En prélude de la remise du prix. Ouais. C'est pas mal. Finissons peut-être avec vos projets à chacun, parce que vous êtes venu quand même ici, donc c'est bien de parler un petit peu de promo. Je vais juste peut-être commencer avec toi, François, et juste mettre en avant ce super bouquin qui est sorti pour les fêtes, qui s'appelle Caméra Obscura, qu'on m'a offert. Oh. Et je m'y attendais pas, et je me suis plongé un peu dedans. Alors je l'ai pas encore fini, mais j'invite les gens à voir et à découvrir ce livre qui fait une référence à une technique cinématographique. Oui, la caméra obscura, qui était un des procédés de projection archaïque et qui était un mot totalement approprié pour le projet, vu que je parle du côté un petit peu occulte. L'idée du projet caméra obscura, qui a commencé par des vidéos, c'était de l'anti-analyse, de l'anti-chronique cinéma dans un monde où il y a un YouTube où la tendance est vraiment à absolument tout décortiquer. C'est ça. Tout est être sous la lumière, factuel, très critique. C'est ça. Ouais. Au contraire, j'avais envie de parler, et c'est le paradoxe absolu, parler des moments où tu n'as pas envie de parler. Où justement tu n'as plus envie d'analyser, et ces moments où, sur le travail par exemple d'acting, c'est très difficile de savoir pourquoi une performance fonctionne ou une performance ne fonctionne pas. Tu peux avoir une vision technique de quelques ficelles et tout ça, mais au bout d'un moment, quand une magie opère, il y a un truc où tu peux pas savoir exactement pourquoi, et surtout tu ne peux pas. Tu as juste envie de te laisser porter, et justement arriver à toucher un petit peu du doigt ces moments de décrochage, c'est un peu une sorte d'anti-chronique ciné sous une forme un petit peu créative et poétique. Et le bouquin, c'était un gros projet de l'année dernière. Ça m'a pris pas mal de temps à écrire, mais c'était vraiment un bon petit volume quand même. Ouais. Mais je suis très content de l'objet aussi, parce que c'est un format qui est très très vidéo à la base, qui est très axé sur les atmosphères et sur ce format-là. Donc le bouquin, c'était un challenge, et finalement il y a une atmosphère qui se crée vraiment avec ce côté un petit peu grimoire, très sombre, qui me plaît beaucoup. Du coup, ravi que ça t'ait plu. Et au-delà de la littérature, côté vidéo, qu'est-ce qui se prépare? La suite des virées cinéma. Là, donc on est en train de faire Malte. Ok. Ouais. C'est thématique île. On reste sur des îles. On va faire Malte. Et une troisième qui devrait tourner autour de mai, si tout se passe bien, à Hong Kong. Ok. Ouais. Qui est. Alors, question, quels films se sont tournés à Malte? Il y a beaucoup de films. Parce que Islande et Hong Kong, il y a quand même pas mal de références. Mais Malte, en fait, on connaît sans connaître. Ce qui a vraiment porté beaucoup d'attention sur Malte, c'est Gladiator. Okay. Et ils ont tourné toutes les scènes romaines, et notamment le Colisée à Malte. Après, il y a Troie, il y a Agora, il y a des films comme ça. Donc beaucoup de péplum, en tout cas. Ouais, c'est ça. Il y a Midnight Express aussi, le film d'Alan Parker dans les années 70, qui est censé passer en Turquie, dans une prison turque, mais qui sont tournés dans un fort à Malte. World War Z, plus récemment. Le crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh. Et c'est marrant parce qu'il y a une lumière là-bas très particulière qui est liée à la pierre calcaire et à la manière dont la lumière naturelle se réfléchit dessus. Se réfléchit. Oui, parce que c'est un rocher, enfin c'est ça, c'est un rocher qui s'effrite. Ouais. Il y a un truc très particulier, et voilà. Donc il y a cette lumière qu'on connaît sans connaître et qu'on a identifié sans le savoir dans pas mal de films. Et donc après Hong Kong. Et donc les épisodes sont prévus pour
Malte, ça devrait sortir tout début mars. Okay. C'est écrit et tout ça, donc là on est en plein dans le montage. Et après, j'ai encore quelques caméras obscura sous le bras. J'ai du court-métrage, j'en ai 2. Notamment un que j'ai envoyé au Nikon Film Festival, qui vient de commencer là. D'accord. J'ai pas encore communiqué autour, mais dès que je rentre de Clermont, je communique autour. Ce sont les prémices de la communication, c'est ça. Ici. Et c'était tourné pendant le 2e confinement. C'est un truc sur l'enfermement, un petit peu expérimental. Et j'en ai un deuxième aussi que j'ai tourné juste tout début 2021 aussi sur la thématique de l'enfermement, mais plus un petit peu doux, amer. Un petit peu esthétique, Her de Spike Jonze, c'est un petit peu ce délire là. Et celui-là, je suis aussi en train de le finir et je sais pas, je vais l'envoyer des festivals peut-être. Peut-être à Clermont l'année prochaine. Peut-être à Clermont l'année prochaine, je sais pas. Après jury, candidat à un prix. Exactement. Ça serait beau. On verra. Et Anaïs, du coup, niveau projet, des films, des séries, des créations là, on a donc toujours la saison 2 de TAC, qui est réalisée par Nicolas Capu, qui est en train, qui a une deuxième vie, la saison 2, parce que Topito relaye et que du coup, c'est toujours chouette, parce que c'est quand même une force de frappe incroyable. Et puis, par ailleurs, après, en tant que comédienne, il y a des projets télé qui arrivent. Il y a la saison 12 de Vestiaire, qui est un programme court pour France 2 que je fais depuis 12 ans. C'est quand même un truc. 12 ans Ouais, c'est dingue. Ah, t'as commencé quand t'avais 10 ans, ouais. D'accord, c'est ça. Et puis, voilà, il y a des choses que j'ai fait qui vont de la télé, qui vont sortir, des téléfilms. Il y a le test qui est au cinéma en ce moment. Oui, avec Alexandra Lamy et Philippe Catherine. Exactement. Et mon filleul qui joue le petit garçon du film. C'est trop bon de partager. C'est cool. Ah ouais, c'est trop bon. Après, là, sur France Télé, en ce moment, je crois qu'il y avait les particules élémentaires, adaptés du bouquin de Houellebecq. Ouais. C'était cette semaine. Alors moi, ma participation était minime, mais par contre, j'ai adoré le projet. Ouais. Et la diffusion était cette semaine, c'était peut-être lundi. Ouais. C'était lundi. On était sur le festival, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu voir. Très agréable de voir un projet à la télé qui soit pas juste policier et juste de la poésie pure, incroyablement mis en scène par Antoine Garceau et puis très très bien joué. J'ai juste un look dégueulasse dedans, mais par ça, c'était un plaisir à faire. Et voilà. Et puis en tant que créatrice, on en parlait avec François ce matin, des projets qui sont pas qui sont très nouveaux pour moi, d'écriture sur des formats plus longs, donc c'est un peu vertigineux, donc je me lance doucement là-dedans, voilà. J'espère avoir l'occasion de vous en dire plus quand ce sera plus avancé. Mais... Eh ben, écoute, on reprendra contact avec toi. Alors après, je sais pas si tu apparais dans cette suite, mais je fais une digression. Tu es apparu dans un film qui s'appelle Les Crevettes Pailletées. Il y a La Revanche des Crevettes Pailletées qui va sortir au cinéma. Je sais pas si tu es au casting. Mais alors non, enfin si, j'ai eu un plan de moi, mais muet, donc on peut pas vraiment de dos et en mangeant un gâteau. Ça, avec un masque sur le visage. Non, en revanche, c'est un projet de cœur parce que Cédric Le Gallo, qui est le créateur de la série et un des deux réalisateurs est mon meilleur ami et que j'ai suivi la création de ce projet depuis le début, qui s'inspire beaucoup de sa vie. Donc je serais hyper contente d'aller le voir et j'encourage tout le monde. Enfin, moi j'ai adoré le premier et le deuxième est encore plus fou. Donc, voilà. C'est noté. Mais vous m'y verrez quand même, mais il ne faut pas éternuer quoi, parce que c'est raté. Sinon, si on cligne des yeux, c'est fini. Ah bah là c'est fini. Ok. Anaïs Fabre et François Thorel, merci d'être passés. Et puis on vous laisse repartir, vous échauffer la voix pour la conférence et puis la remise du prix. Eh ben tu vois, Twitch, c'était pas si mal. Twitch, c'est pas mal, hein. Entre gens de 22 ans. On va aller à présent poster sur le Twitter. C'est parti. Merci à vous deux. Bonne continuation. Bon festival à vous et bon courage pour la remise de prix. Merci. À très vite. Alors, Andreas, je crois que ça va être à toi pour la suite de l'émission, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Tout à fait. C'est bon parce qu'il est sage derrière son écran depuis tout à l'heure, mais je crois qu'il nous a préparé un petit jeu ou je sais pas ce que tu as préparé d'ailleurs. Exactement, c'est un petit jeu que j'aime bien faire, qui s'appelle le presque titre, où je vais vous faire deviner des films en modifiant les titres de manière un petit peu artisanale. Et tous ces films ont une thématique commune, et la thématique commune c'est l'hiver parce que ça caille et qu'il fait froid dehors. Et en plus moi comme je suis confiné et que je suis malade et tout, j'ai encore plus froid, donc j'ai envie de faire une thématique sur les films qui caillent. Je te confirme qu'il fait froid. Voilà. Du coup le premier film s'appelle Le Premier Maraud. Le premier Maraud. Oh là, Maraud, c'est quoi Maraud? Maraud, je sais pas. M-A-2-R-E-A-U. Moi je connais Camaro. M-A-R-A-U-D. M-A-R-A-U-D. J'ai fait un petit peu plus compliqué qu'habituellement. C'est ce qu'il a fait. Là, il a tapé dans synonyme.com le mot qu'il voulait. C'est que des courts-métrages?
Non, c'est des longs métrages, pardon. C'est des longs métrages en rapport avec Sakai. Sakai, je sais pas, Sakai dans le dernier samouraï ou pas? Non, je suis pas sûr. Le dernier voyage? Non, il fait chaud dans le dernier voyage. Non. Dernier... C'est pas le dernier. Le deuxième. C'est pas le deuxième. Le second. Attends, le premier? Qu'est-ce que ça pourrait être? Le 8ème samouraï. Non, ça existe pas. Le premier Maro? Les 8 salopards? Les 8 salopards. Les 8 salopards, oui, bien joué. Ouais. Parce que Maro, ça veut dire. Je vous ai dit, j'ai fait un petit peu plus compliqué. Le film de Tarantino, c'est vrai qu'il caille dans le film de Tarantino. Il y a beaucoup de plans de neige quand même. Ah ouais, ça caille. Ouais. Le deuxième film, ça caille aussi. Ça s'appelle Une nuit avec commencement. Un jour sans fin. Un jour sans fin, oui, tout à fait. Bonjour. Trop rapide. C'est le jour de la marmotte. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, c'était hier, je crois. Le jour de la marmotte? Oui. Oui, c'était hier avant-hier. Et l'hiver va être long, sachez-le. Voilà, parce que la marmotte n'a pas vu son ombre. Ou l'inverse, je sais plus. J'ai jamais compris ce truc, mais. Excusez-moi, je sais pas ce qu'il raconte. Non, dans Un jour sans fin avec Bill Qu'est-ce qu'il fait là, Oui. Non, mais j'ai l'impression que tu le calquais sur la réalité, tu vois, c'est pour ça. Mais du coup, oui, ça existe vraiment. On continue? Ouais, du coup, oui. Non, mais parce que oui, je sais que le jour de la marmotte existe vraiment. Le film suivant. Le film suivant s'appelle Le Blanc-bec fait des raquettes. Le Blanc-bec fait des raquettes. Ça rime déjà. Ouais, c'est bien dit, hein. Ouais. C'est bien dit. C'est vrai que ça rime. Qu'est-ce que ça peut être? Les bronzés font du ski. Exactement. Ouais. Bien joué. Ouais, bah écoute, en fait, vu que j'ai un cerveau assez tordu. Ouais. J'ai pensé assez tordu, du coup il y a une espèce de connexion qui se fait. Et moi, vu que c'est pas forcément ma logique de. En fait, la logique c'est de pas en avoir. Ouais, voilà. Donc, moi je tombe très bien dans le jeu. Si vous nous rejoignez dans Un cours sans sucre, on joue au presque titre avec Andreas. On fait des émissions sur le festival du court métrage et Andreas se dit je vais vous faire deviner des films qui caillent. N'hésitez pas à participer dans le chat si vous êtes là. Exactement. Et c'est des longs métrages où ça caille. J'ai vraiment l'impression qu'il parle en japonais, tu sais. Ouais. C'est des longs métrages où ça caille. Le prochain film s'appelle Le Petit Vienne Airbnb. The Grand Budapest Hotel. Pas mal. Le Grand Budapest Hotel. Bien joué. J'adore. Bien joué. Ah oui, je me rappelais plus qui c'était un hiver. Sakai, ouais. Oui, ils vont en montagne au bout d'un moment. Sakai, hein. C'est vrai. Si je vous dis l'Équateur lent. L'Équateur lent. L'Équateur lent. Le Pérou rapide. De quoi? Oui, Amélie l'a trouvé. Amélie m'a dit le Pôle Express. Oui, le Pôle Express. Oui, d'accord. Amélie. Ok. Et Amélie, elle veut pas venir avec nous parce qu'on ne voit pas du coup là. Rejoins-nous. Allez, viens. Non mais. Allez, viens. J'ai l'impression qu'il parle à son chat. Non mais. Allez, viens. Non mais. Non, quand même. Non mais vu qu'après Amélie va nous parler aussi. Comment ça va, Amélie? Elle t'entend pas. Attends. Tiens. Oui, forcément. Comment va Amélie? Technique, hein. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est la première personne qui dit bonsoir à 10h41 du matin quand même. Oui, mais c'est comme ça. Vous êtes blanc, vous avez des petites têtes. C'est fou. On sent que le Covid est passé par là. Hein. Il est encore là, je pense, parce que là, laisse tomber. Voilà, Andreas nous enfile la preuve. C'est ça. Que tu nous as rejoint, Amélie, parce qu'après tu auras tes petites 5 minutes, donc ça sera parfait. Andreas, on continue? On continue, j'ai trois petits mots encore, 3 petits films. Si je vous dis l'air de dessert. L'air de dessert? L'air de dessert. Alors je sais pas pourquoi, j'ai la forme de l'eau qui me vient en tête, mais non. C'est un film où ça caille. Hein. La forme de l'eau, ça peut cailler. Ouais, il caille dans la forme de l'eau. Hein. Oui, puis il neige aussi. Il neige, il me semble. L'air, ça va être la terre. La terre de quelque chose, non? La terre. Alors l'air, E-R-E. Hein. L'âge de glace. L'âge de glace, exactement. Oh là là. Oui. Attention, là on arrive sur ceux que j'adore, les 2 derniers, parce que c'est vraiment des longs titres. Ouh là là. On a l'univers de Arnica, le chat, le magicien bleu et la commode enchantée. Le monde de Narnia. La sorcière. Et j'ai oublié les 2 autres. Nana et l'armoire magique. D'accord.
Nana et l'armoire magique. Le lion, la sorcière et l'armoire magique. Ah, le lion. Le lion. Ah, ok. L'armoire magique. L'armoire magique. L'armoire magique. Et enfin, le dernier, l'époque de miroir, la glissade des régions. L'âge de glace, la dérive des continents. L'âge de glace, la dérive des continents. Pas mal. Exactement. Je suis beaucoup trop chaud pour ce jeu. Ouais, bravo. Je crois qu'il a gagné. Hein. Je crois que Jonathan a gagné. Ah bah il a atomisé les scores. Ah oui, là, oui. On a arrêté de compter, hein. J'adore ce type de jeu en fait. Eh bah, écoute, moi, tu me donnes un jeu comme ça, je peux jouer toute la journée. Mais vraiment. En vrai, si t'en as à peu près encore 550 autres sous le bras, tu n'hésites pas. Bah, pas de soucis, je t'en enverrai. Un jour, on va faire une journée, un marathon Twitch. Toute la journée, on va faire que des presse titres. Que des jeux. Ouais. Que des jeux. On se prépare que des jeux. Ouais. Ça serait trop bien. Je tiens à préciser d'ailleurs que lundi, parce que ça me fait penser à ça, lundi, on sera le combien ? Le 7, le 7 février, je suis perdu. À partir de 20h, il y aura un nouveau quiz et ça sera sûrement un ciné-quiz. Oh, trop bien. Ouh là là. Voilà, donc je sais déjà que ça vous intéresse, bien sûr. Je pense que ça peut intéresser aussi des spectateurs, des viewers. N'hésitez pas à dire dans le chat, peut-être aussi ce que vous avez envie d'avoir comme quiz. Oui. Pas de souci. Et puis si vous voulez jouer avec nous. Amélie, est-ce que tu veux un peu nous parler ? Est-ce que tu as des choses à nous dire ? Je crois. Je réfléchis, hein, j'ai pas trop travaillé, je vous avoue. Elle était très fatiguée. Oui, j'ai beaucoup dormi. Ça se voit. J'ai l'impression que tu t'es réveillée. Parler un peu du festival. Comment ? J'ai l'impression que tu t'es réveillée genre il y a 1 heure de 48 heures de sieste. C'est un peu l'idée. Oui. Après, on peut la faire en interview si tu veux. Oui, si tu veux. Allez. Alors regarde. On va faire une super interview, ça s'appelle la chronique improvisée. Attention, Cola n'a qu'à bien se tenir. Oh là là. Ah, mais il y a Cola ? Non. Cola, non, c'est un ami qui Cola nous écoute, souvent c'est sûr. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, Andreas pense que tout, on connaît. Amélie. Oui, les spectateurs connaissent tous nos potes. Pas du tout. Ça va venir comme ça. Au bout d'un moment, les gens vont nous suivre. Quand Cola arrivera sur les lives, ça va être. Tout le monde le connaîtra avant de l'avoir vu. Si je quitte le plateau, c'est pour aller chercher les invités à tout moment. Je vous le dis. Voilà. Pas de soucis. Donc la chronique improvisée. Non, du coup, pour recontextualiser, Amélie, c'est son premier festival du court métrage à Clermont. Ça, je peux lui dire. Alors du coup, en fait, il y a 2 ans, quand j'étais en BTS, j'ai participé au festival de Moulins, Jean-Carmé, où j'étais jury junior. C'était une très très belle expérience. J'ai vraiment choisi le meilleur court-métrage. On a pu délibérer les prix sur scène, sachant qu'on m'a refilé le micro et personne ne voulait parler. Voilà. C'était très bien parce que j'ai pu aussi rencontrer beaucoup de réalisateurs. On a eu une soirée un peu privée dans un studio et franchement, c'était une très très belle expérience. Mais tu sais quoi, j'ai vécu exactement la même chose à Moulins. J'ai été jury junior au festival Jean Carmet. On a choisi du coup le meilleur court-métrage et c'est moi qui ai pris le micro sur scène parce que personne voulait vraiment s'y coller. Allez, parfait. Vraiment. Mais c'était trop cool parce que du coup on avait fait un truc avec une mise en scène, tout ça, et c'était vraiment chouette. J'avais adoré l'expérience. Si vous avez entre 18 et 25 ans, je crois, faites le festival de Moulins en tant que jury junior, c'est vraiment une super expérience. Voilà. On peut le faire qu'une seule fois par contre, malheureusement. Et c'est un one shot. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Et donc après mon but avec mon BTS, c'était de valoriser ce festival et le jury junior. Donc j'ai donc fait appel à Andreas avec l'association Les Crânes Verts pour faire ce projet-là. Malheureusement, avec le Covid, il est tombé à l'eau. Mais j'ai gardé contact et je me suis retrouvée 2 ans après à Clermont-Ferrand. C'est là où j'ai fait mon premier festival, donc cette semaine. Donc vous voyez bien, là je suis dans une salle de cinéma. Oui, là t'es à Cocteau, là c'est plein craqué d'ailleurs. C'est ça. Non, mais la tristesse, c'est ton tout premier festival de Clermont, il y a le Covid. L'ouverture de 22h30 où j'ai pu voir quand même beaucoup de films. C'était très marrant, les présentateurs aussi, ils étaient vraiment dans l'euphorie, c'était très sympa. Le lendemain, après mon travail, j'ai pu regarder la séance collection. Qui était bizarre selon moi et assez longue parce que déjà les thématiques étaient très très loues en fait et on voyait pas ça partout. C'était quelle séance collection? Je crois qu'il y en a plusieurs. Je crois que c'est la 1 qu'ils ont fait. C'était la 2. La 2, celle sur l'Espagne. Ah, Filmoteca Española. Ah oui, donc avec El Borracho, la Tade del Domingo. Voilà.
Et Plan Jack 013. Ouais, c'était des films restaurés de cinéastes espagnols. Voilà. Oui. En effet. Oui, c'est ça, parce qu'ils sont tous, vraiment. Moi, ce qui m'a choqué, c'est vraiment le monsieur qui a voulu se transformer en chien pour tuer une personne. Bon, voilà. C'est le dernier, la Cannes, peut-être. C'est drôle. Ouais, c'est... Cannes. Ouais. Cannes, je sais pas. Ouais, le tout dernier, ouais. Ok. C'est ça. Donc. Et puis dimanche, j'en ai vu plein. Alors les noms, les séances, les noms de séances, je ne sais pas. Parce que je commençais déjà à être malade et seulement enrhumée, je pensais. Oui. Finalement, nous sommes tous tombés dans le chaos. Enfin, 3. Oh là là. 3 sur 10 environ. Et nous sommes confinés ici et nous avons regardé quand même la séance pop-up. Pop-up, exactement. Ouais. Pop-up. Voilà, on suit quand même le cours des séances, même si on est là. Et puis, je n'hésiterai pas à revenir de nouveau l'année prochaine, Ah bah en oui. espérant que cette fois, je pourrai le voir en entier. Bah oui, mais Ouais. oui, il faut faire une édition complète. Hein. C'est tellement, tellement incroyable le festival du court métrage. Il y a tellement de choses à découvrir. Et c'est vrai, c'est dommage quoi. Vraiment. Bon, t'as quand même fait pas mal de séances. Je veux dire, t'as quand même bien profité de tes 3 premiers jours, disons. Ouais, j'étais très contente quand même et je le suis encore. En plus, là maintenant, on fait que des jeux sur console, donc ça va. Ah bah ça va. Hein. Il est pas si mal le confinement. Ça m'a fait plaisir de voir tout le monde et puis bon, c'est déjà ça. Vous jouez à quoi là? On joue à Animal Crossing. Ouais. À Mario Bros, à Overcooked et à Mario Party. Excellent. Voilà. Ah, mais pas le temps de s'ennuyer. Hein. Et ouais. Et toi, Andreas, on s'occupe comme on peut. Hein. Et toi, Andreas, tu joues un peu ou pas? D'accord. Bah si, il joue Andreas. Oui, il joue. Ouais, bah je travaille, du coup j'en profite aussi pour travailler quand même pas mal. Donc c'est assez triste. Je les vois jouer à côté de moi. Et si le soir, je rejoins toujours une partie de Mario ou un peu d'Overcooked, c'est toujours sympa. C'est pour ça, des fois, on essaie de contacter Andreas, mais on n'arrive pas à l'avoir en fait. C'est ça. Parce qu'il est en train de jouer. Oui, c'est sûrement ça. Hein. C'est le soir que je joue. En vrai, la journée, je suis sur mes projets pro. Des fois, je joue à Animal Crossing, il fait des pauses. Ah oui, des fois, il fait des pauses. du coup, oui, festival l'année prochaine. Amélie obligée. Ah, sinon c'est fermé. Oui. Surtout que, bon, il faut quand même le préciser, mais je suis en licence art du spectacle quand même, donc... c'est un peu lié. Il y a aussi le spectacle vivant hein, que je vois souvent à la comédie grâce à mes professeurs, surtout une en particulier. Mais par contre, le cinéma, on n'a pas trop l'occasion d'y aller. Donc là, le festival, c'est vraiment l'opportunité pour moi de découvrir plein de courts-métrages qu'on n'a pas l'habitude de voir hein, et qui méritent aussi d'être vraiment promus. Eh ben oui. Eh ben écoutez, en tout cas, merci de ce petit mot. Et puis tu restes un peu avec nous. T'avais vu quelques cours quand même ou pas, Amélie? Tu m'as dit collection, c'est tout? Ouais, quelques-uns. Alors, je sais plus les noms. Hein, eh ben écoute, je te laisse chercher et puis on fera les petites recommandations tout à l'heure. Après les petites recommandations tout à l'heure. On a nos invités qui arrivent au compte-gouttes. Parce qu'en fait maintenant on est devenu gérant du bar où on se trouve en fait. On est à la Bamboche qui nous prête gracieusement le lieu pour qu'on puisse faire les émissions tous les matins. Sauf que c'est fermé au public parce que voilà ils nous ouvrent le bar rien que pour nous. Et du coup on doit aussi gérer l'intendance du bar. Merci en tout cas à la Bamboche de nous rejoindre. Donc je pense que ça y est, on a nos invités qui sont arrivés. Avec et puis si vous avez des questions parce que je crois que vous avez vu aussi les cours Andreas, tu as vu les cours de la sélection pop-up hein, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Donc nous avons sur le plateau avec nous deux de nos invités qui sont Alexandre Martinelli et Anis Rally qui sont venus aujourd'hui parler de leur court-métrage. Bonjour messieurs. C'est un plaisir de vous recevoir. Si on allume les micros, je pense que ça ira encore mieux. Mon cher Xavier. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est Marinelli du coup. Bon, ça passe. Hein. Comment? C'est Marinelli du coup. Marinelli, ouais. D'accord. Parce que alors, le nom de famille est écorché à peu près partout. Hein. Ouais, non mais il n'y a pas de souci. Marinelli. Alexandre. Cool. Ouais, alors Alexandre et Anis. Allez. On fait comme ça. Ça va. Non, moi c'est Anus. Ouais. C'est vrai. Désolé, ah oui, donc il y a vraiment des fautes d'orthographe. Merci d'être avec nous pour venir parler de vos courts-métrages qui font partie de ce programme Pop-Up. C'est la première fois qu'il y a cette sélection de courts-métrages du web qui est proposée sur le festival de Clermont-Ferrand, le plus grand festival de courts-métrages au monde, si on doit le rappeler. Alexandre Marinelli, vous avez réalisé Casse-Dep, un court-métrage de 3 minutes qui nous amène dans l'univers du jeu.
dont on va reparler dans quelques instants. Et puis Anis, vous êtes le réalisateur d'Un monde sans rap, court-métrage qui avait été déjà remarqué lors de sa sortie et qui revient sur l'histoire d'un monde sans rap, comme le signifie le titre. Déjà, première question, comment vous avez reçu la sélection? À quel moment vous saviez que vous avez été nommé à la sélection Pop-Up? Tu te rappelles? Moi j'étais à Frames Festival à Avignon. Ok. Enfin à ce moment-là je savais pas encore si j'allais être pris ou pas, mais en gros c'est là que j'ai rencontré les organisatrices et puis elles m'en ont parlé et je crois que dans le mois qui a suivi je l'ai su quoi, donc je dirais fin de l'année dernière. Quel jour exactement je ne sais pas. Je crois que c'est pareil, un truc du genre. C'était à Frames aussi du Non, coup c'était en tout cas la même période. Mais... Septembre-octobre peut-être. Ouais. C'était moi j'ai reçu aussi une sélection à l'Alpe d'Huez. Et c'était à peu près au même moment, c'est le moment où on a plein de bonnes nouvelles. Bah tant mieux. Ouais. Parce que là, se retrouver à Clermont et vous êtes les pionniers, vous êtes les tout premiers créateurs web à être sur le festival. Et les derniers peut-être. Non. Alors j'espère pas, ça serait quand même triste pour le festival. Non mais c'est cool, c'est trop bien. Parlons un petit peu de vos cours, que nos auditeurs et nos spectateurs, en fonction de comment on nous suit en live ou en replay, sachent un peu de quoi on parle. On commence peut-être avec vous, Alexandre, et c'est ce casse-dep. Ouais. 3 minutes où en fait c'est une partie de Monopoly qui devient en fait une remise en question existentielle quoi. Ouais, c'est complètement ça. Mais à la base c'est un projet que j'ai fait pour le Nikon Film Festival, donc c'était début de l'année dernière. Et du coup, il a eu le prix du public d'ailleurs, il me semble. Ouais, c'est ça en fait. Mais il n'était pas dans les 50 sélectionnés, c'est-à-dire normalement ils choisissent 50 films et après ils le soumettent au jury. Donc pour moi j'avais juste perdu, en tout cas j'étais pas pris. Et puis finalement j'ai été repêché par le public, c'était une super surprise. C'est ouf. Et puis ouais vraiment, et le film du coup il a vécu comme ça, je pense qu'il a eu un coup d'éclairage et puis après les gens, j'ai eu pas mal de commentaires dessus, des gens qui le regardaient, qui m'envoyaient des commentaires, et en fait ça a permis vraiment au film de vivre et d'arriver là, je sais même pas comment en fait, c'est assez fou quoi. Et voilà. Et alors du coup cette histoire là, pourquoi alors déjà pourquoi le Monopoly que je trouve pour moi en tout cas être le pire jeu au monde. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas plus hasardeux que le Monopoly. En fait il y avait le thème donc, du jeu qui était imposé par le Nikon, ils ont un thème chaque année, donc de toute façon il y avait ce thème là imposé et souvent on trouve plein d'idées pour éviter de mettre les pieds dans le plat en fait au Nikon et de pas faire un truc super attendu. Et moi je me suis dit non, je vais jouer au Monopoly quoi, je vais faire vraiment tout ce qu'entre guillemets faudrait pas faire si on voudrait être original, mais c'est pas du tout le sujet du projet quoi. Et c'est le point de départ. Ouais voilà. En fait j'étais à ce moment-là à Thionville en fait, c'est chez mes parents, donc je suis né là-bas dans un petit bled un peu paumé dans le Grand Est et j'avais passé 4 ans à Lyon, je reviens là-bas. Et il y a un gros somme ambiant on va dire parce que c'est une petite ville, il y a plein de, comme dans toutes les petites villes, le centre-ville est mort, il y a plein de trucs comme ça, je revois des potes, c'est la galère, les trucs, et puis je me sens vraiment bloqué en fait, et puis je revois tout ça, tout cette fait d'étouffer, de pas arriver à faire des choses en fait, et je ressens vraiment mes potes qui galèrent, un peu comme un effet miroir, des choses comme ça. C'est pas la dèche totale, hein, je vais pas en aller jusque là, mais bon voilà, il y a un petit côté un peu nostalgique, triste, tout ça, et donc je me dis tiens, je vais raconter l'histoire d'un mauvais perdant quoi en fait, un type qui. On est au-dessus du mauvais perdant. C'est-à-dire que ça dépasse le jeu, c'est-à-dire que le mec remet en cause toute sa vie quoi. Voilà, mais en fait c'est le choix que je voulais faire, c'est bon, j'ai cette partie de Monopoly, le mec est un mauvais perdant, mais du coup souvent on est un peu piqué, on pense des trucs un peu méchants, puis très vite, mais tout ça se passe dans sa tête à vitesse ultra furtive, où on se dit non mais c'est bon, elle va pas s'embrouiller juste pour ce jeu. Et moi je me suis dit je vais prendre juste ce petit moment là et puis je vais l'étaler dans un monologue de 2 minutes et qui monte très loin et qui part juste après quoi, avec la remise en question et après l'envie de se battre. Avec un imaginaire complètement fou, un montage effréné, des effets spéciaux qui font voir qu'on est dans sa tête et que tout se passe en fait, très vite. Il y avait le thème de l'eau qui est arrivé derrière, parce qu'il y a la compagnie des eaux, après il y a eu le bateau, puis au final j'ai commencé à construire comme ça un peu l'idée, je me suis dit tiens, le mec pourrait aller juste boire un verre d'eau, il y avait l'idée de se noyer dans un verre d'eau. Et puis j'ai un pote qui fait beaucoup de VFX avec qui je travaille très souvent, et je lui ai dit tiens, est-ce qu'on pourrait faire couler le bateau dans la case? Et il m'a dit ouais c'est faisable. Et on a payé je crois 15 balles le petit bateau. Il y a beaucoup de gens qui font des modèles 3D en fait sur internet, et donc ce bateau existait et je crois que j'ai acheté ça 15 €, et puis après le mec il a fait la table de ouf avec. C'est pas le vrai bateau du Monopoly?
Ah ben si, dans le jeu. Mais quand il coule le et tout. modèle 3D, c'est un autre bateau, quoi. Ah ben non, c'est le bateau du Monopoly. Ah oui, voilà, ok, non, c'est bon. Ouais, c'était que le modèle, mal expliqué. Okay. Ouais. J'ai compris. désolé. Je me suis dit, comme par hasard, vous avez trouvé, tu vois, un preset de bateau Monopoly. Bah c'est ça. Ah ok, d'accord. Il y a des mecs qui font tout, il y a le chapeau, il y a tout, il y a la brouette, tu peux tout avoir. Hein. Ils sont chauds les gars. C'est ouf. Hein. Ils sont chauds. Voilà. Et alors du coup, moi je trouve que ça répond un petit peu à ton court-métrage à Nice, Un monde sans rap. C'est aussi l'histoire d'un mec mauvais perdant quelque part parce que il est féru de jazz, il veut que tous les gosses du lycée apprennent le jazz et ça marche pas. Et donc il espère juste une chose, c'est que le rap sorte du monde, sorte de l'univers, qui est plus jamais de rap nulle part, jusqu'au jour où ça arrive et il se rend compte que c'est peut-être une connerie ce qu'il a fait quand même. Ouais. En tout cas ce qu'il a pensé c'est une connerie. C'est exactement ça. Après moi j'aime bien me raconter que tout est un peu nuancé et tout, et du coup pour moi c'est vrai que le proviseur en fait il a envie d'offrir le meilleur à ses élèves. En tout cas, c'est sa vision, quoi. Il se dit, je vais vous offrir le meilleur. Le rap, c'est pas le truc le meilleur sur le marché. Je vais vous offrir ce qu'il y a de mieux parce que je les aime, mes élèves, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'à la fin, on peut pas lui en vouloir. Ouais, et à la fin, on le déteste un peu quand même. Voilà, il est con, mais c'est pas non plus un vieux con. C'est ça. Il est un peu con, quoi. Et non, et au final, il est convaincu. Enfin, voilà, je vais peut-être pas tout spoiler, mais en tout cas, l'intérêt, c'est de se rendre compte que via l'art, via certaines choses et tout, certaines personnes arrivent à s'épanouir et que c'est aussi simple que ça, quoi. Faut pas aller chercher plus loin, quoi. Et que parfois, mis devant le fait accompli, on nuance ses propos et on change un peu son fusil d'épaule, quoi. Ça arrive souvent. Et alors pourquoi dans l'univers du rap ? Tout à l'heure on était plus dans l'univers du jeu, là c'était aussi un thème imposé par le Nikon, mais là pourquoi on aurait pu faire, je sais pas, un monde sans kebab, un monde sans... je sais pas. Quelle horreur. Mais non, mais j'en sais rien, tu vois, on aurait pu tellement exporter ça sur plein d'autres sujets. Non, parce que souvent en fait, déjà c'est un sujet qui me parle, et puis c'est marrant comme chaque nouvel art, et ça entraîne des questions de voilà, c'était mieux avant, tu vois, ça questionne toujours un peu comme voilà, je suppose quand la télé est arrivée, quand il y a toujours un peu des boomers qui comprennent pas, tu vois, alors qu'en fait tout ça c'est juste des moyens d'expression différents, tu vois. L'être humain il évolue, il trouve des nouvelles façons de s'exprimer, etc. Mais quand t'as pas envie d'évoluer, c'est pas ce que tu vois. T'as l'impression qu'on vient de voler tes terres, on vient de voler ta passion, on vient de voler ton... Sauf qu'en fait, on dit tous un peu la même chose, tu vois. Alors que le rap est pas arrivé il y a 2 ans, il est quand même présent depuis une quarantaine d'années, facile, quoi. Pourtant, c'est ce que les gens te font ressentir, hein. Des fois, quand tu parles avec, en tout cas les détraqueurs du rap, ils te parlent comme si c'est un effet de mode et ça va passer, alors que c'est vrai, t'as raison. Moi... voilà, j'ai 30 piges, j'ai pas connu le début du rap, tu vois. Faut se dire ça. Parce que des fois, il y en a qui ont mon âge, qui font comme si c'était là au début du rap. Je dis non, nous on n'a pas connu le début, tu vois. Moi, quand j'ai eu l'âge d'écouter de la musique, c'était déjà 113, tu vois. Ouais. Donc, on était loin des Notorious Big. Ouais, voilà, j'ai pas connu NTM et tout, tu vois. Je suis allé écouter après, mais je peux pas faire genre on était là dès le début. Mais pourtant, t'as toujours ce sentiment de... Mais c'est comme ça, hein, dès qu'il y a un nouvel art, un nouveau truc. Et puis il n'y a pas le rap, c'est les raps. Il y a plusieurs types de rap, ça n'a rien à voir. Ouais, et puis moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en vrai, c'est un tout petit peu autobiographique. C'est que moi, un peu via le théâtre, via l'art et tout, je me suis épanoui parce que l'école, c'était l'enfer pour moi. Et du coup, voilà, j'ai pris un exemple. Hein, le message du truc, c'était pas de dire le rap, ça sauve tout le monde. Non, c'était de dire ce gars-là, en l'occurrence, ça lui fait du bien, tu vois. Comme moi à l'époque, juste faire du théâtre, ça m'a fait du bien. Donc le jeune Landry, hein, qui est dans le film, c'est ça, le personnage de Landry. Qui s'épanouit via cet exutoire qui est le rap, quoi. Voilà. Et alors moi ce que j'ai trouvé très fin, c'est on spoilera pas forcément le film, c'est pas le but, mais il y a aussi un croisement et se dire que les musiques ne sont pas que dans un seul style et que les musiques se croisent aussi, et ça c'est hyper intéressant. Vous avez vu vos cours respectifs ou pas? Ah ouais, totalement. En séance en salle, ouais. Ouais, d'ailleurs c'est cool, c'est vrai que j'ai vu que tu as fait des transitions musicales avec juste de la batterie, non? Ouais, surtout pour rappeler la fin en fait, un peu. Ça c'est le monteur, hein. Ah oui. Moi je lui ai dit Whiplash, quoi. Je veux ça, il y avait des moments ça faisait très Whiplash. Ouais, mais ça marche trop bien en vrai. Parce que moi je voulais quelque chose de très épuré qui se remarque pas. Bon, ça se remarque un peu, mais ça prend pas non plus trop de place, tu vois. Ouais. Même il y a un moment, il m'a impressionné. Il a trouvé un truc de jazz pour jouer la tension. Et tu vois, ça fait juste. Et je savais pas qu'on pouvait utiliser ça pour. Tu sais, dans les thrillers, il y a pas du jazz. Il y a vraiment du jazz dans les thrillers. Ouais, tu vois, c'est pas ce qu'on se dit. Et du coup, ça marche bien. Ça crée un truc assez global et qui a du sens, ouais. Et alors le fait de voir déjà, alors là je change un peu de sujet et je sors des films, mais voir son film sur grand écran projeté dans un festival, alors qu'à la base
vous l'aviez peut-être pas créé dans cette optique-là, plus peut-être pour le web. Ça représente quoi pour vous ? C'est une expérience complètement différente, c'est sûr. Après, moi, c'est vrai que mon film, je dis pas que j'avais pensé pour petit écran, parce que en fait, ça change pas totalement sa manière de créer en fonction du médium. L'intention reste la même, mais c'est vrai que c'est quand même un film qui va à 100 à l'heure. Il y a beaucoup d'images, il se passe plein de trucs. Voilà, c'est juste quand je vois des gros plans de ma tronche, c'est juste un peu dérangeant. Non, mais franchement. Ça fait plaisir, quoi. Mais ce qui est le plus important, c'est surtout le retour public, parce qu'on l'a en live, en fait. On a les gens qui regardent le film, et en gros, il y a peut-être une blague ou un moment qui va marcher sur certains, et d'autres qui vont passer à côté. Et c'est vrai que dans Casse-Deb, il y a 2-3 punchlines, 2-3 phrases un peu piquantes pour faire un peu marrer le public, réagir le public. Et là, du coup, ça fait boule de neige, quoi. Et du coup, les gens se marrent, tout le monde se marre dans la salle. Et c'est un plaisir quand t'as fait ce truc-là et que t'es au milieu, que tu ressens ça, c'est trop cool, quoi. C'est ça la vraie expérience en fait. Parce on a reçu des réels depuis le début de la semaine, certains qui nous disaient que c'était une expérience incroyable et qu'ils adoraient partager ça avec le public de la salle, puis d'autres qui refusent, qui n'aiment pas faire des projos parce qu'ils n'aiment pas le retour tout de suite, voir son cours. C'est deux ambiances, deux salles différentes. Ils n'ont pas fini ou même ceux qu'on finit, ils n'aiment pas. Parce que c'est par superstition. Voilà, oui. Et puis après il y a des choses, des fois c'est méga deep aussi, je comprends. Tu te livres de malade, t'es content de l'avoir fait, mais t'as pas envie d'être avec les gens quand t'es en train de raconter un peu tes fêlures, etc. C'est ça. C'est vrai qu'en plus, moi, je joue dedans, et en gros, parfois, je me dis, putain, pourquoi j'ai... En fait, à ce moment-là où je diffuse, pourquoi j'ai pris le premier rôle ? Oui, non, mais voilà. Alors, je sais pourquoi, hein, c'est pas du tout de l'égocentrisme, hein, c'est aussi les moyens réduits, les trucs, voilà. Puis c'est un truc un peu perso, donc... Mais c'est vrai que de se dire c'est moi qu'on va voir tout le temps, c'est pas forcément le meilleur choix. Ça dure 3 minutes. Oui, voilà, c'est ça. Qu'il faut se dire. Et du coup, à Nice, pareil, expérience incroyable, j'imagine, quand on voit son film sur grand écran. Moi, je vais te donner un exemple concret, c'est que là, hier, il m'a ému mon cours, alors que ça faisait longtemps qu'il m'avait pas eu. Hein. Au bout d'un moment, tu t'en fous, quoi. Au bout du tellement vu. Tu vois, ça y est, je savais qu'il y avait un petit moment touchant et tout. Mais là, en fait, de sentir que les gens ils sont hyper concentrés, que ça soit dans le rire ou pas, tu vois. C'est-à-dire quand il y a un moment qui mérite un silence, le silence, il était, je sais pas, les gens étaient là, quoi. Tu sens quand ils sont à fond dedans. Et du coup, quand il y a eu le moment touchant, je sais pas, je sentais que peut-être je suis fou, hein, mais que ça a un peu emmené les gens, tu vois. Et du coup, même moi, ça m'a ému, quoi. J'ai dit on est triste là. Okay. Il est vachement bien ce cours, je sais pas qui l'a fait. Non, mais c'est con, mais je sais que c'est absurde à dire, mais à un moment, t'oublies, quoi, tu vois. Ouais. Tu perds un peu les endroits où tu vois c'est drôle, etc. et tout, tu vois, ça devient ton travail et tu le présentes. Et là, voilà, avec des gens, par contre, t'as pas d'autre choix que d'être emmené, quoi. C'est surtout, moi, je trouve que dans vos deux cours, je trouve que la photographie, notamment la lumière, le bokeh, ou en tout cas le flou peut-être artistique sur certains plans, je trouve qu'il est très très réussi. Et le voir sur grand écran peut-être ou sur un écran beaucoup plus grand, forcément, ça rend beaucoup mieux que si on regarde sur un téléphone ou oui. voilà. Après, ce qu'il disait, et je suis assez d'accord avec lui, c'est que nous, on pense au mieux possible, tu vois. On essaie de faire le truc le plus ultime, que ça soit pour un téléphone ou quoi, tu vois. En fait, vous pensez pas au support quand vous créez le court-métrage. Parce qu'en fait, l'important, c'est l'idée. Enfin, c'est ce qu'il y a dans le support, tu vois. Donc, en fait, comme nous, on est passionnés par la fiction, forcément, on veut le faire le mieux possible. Donc, ça passe par... après, ça dépend. Il y en a qui mettent pas le curseur sur l'imagerie, tu vois, sur l'image, sur la lumière, etc. Mais voilà, comme c'est un truc qui nous parle et qui nous intéresse, pour nous, c'était logique que ça finisse sur un téléphone ou pas, tu vois. Ça veut dire qu'il y a même de la qualité sur le web. C'est fou. C'est-à-dire que vous créez. C'est un peu ça, il y a vraiment de la création artistique et qu'on fait pas ça que pour des vues. Je voulais pas le dire comme ça, mais c'est un peu ça. On essaie. Non, mais on en parlait tout à l'heure parce qu'on avait François Terrel et Anaïs Fabre, les membres du jury, qui étaient avec nous, et justement, on a discuté de ça aussi, et qui nous disait que oui, c'est vrai qu'il y avait un attachement aussi à avoir les vues, les likes, les commentaires, etc. Mais que la création artistique prenait de plus en plus le pas aussi sur cet aspect-là, et que maintenant c'est devenu un vrai vecteur de travail, un vrai lieu, un vrai sas artistique, quoi. YouTube, le web. C'est on vrai laisse de la place à ça aussi aujourd'hui. Il n'y a pas que ça. En fait, il y a surtout pas que ça. C'est très dur en fait de produire des choses. Là, moi, c'est un projet de 3 minutes, mais toi, on est quoi, 18 minutes de fiction. C'est pas les mêmes bails du tout pour exister avec ces levels-là. Hein. En vrai, en toute honnêteté, c'est un peu des anomalies quand on arrive à faire des gros projets comme ça de fiction sur YouTube et tout. Il n'y a pas une vraie économie. Enfin, on préfère le dire parce que comme hier on a eu un débat avec les gens du CNC, etc. Et on leur a dit, en fait, on a préféré être honnête, que
malheureusement, ça devrait pouvoir être une fin en soi, de pouvoir faire de la fiction sur YouTube, ou en tout cas de l'artistique, mais c'est vrai que c'est pas aussi simple d'en vivre, en tout cas. Il n'y a pas vraiment une économie florissante, tu vois. Oui, puis ça coûte très très cher en fait. Et comme il n'y a pas cette économie, en fait, il y a un truc qui est pas logique entre vouloir développer une chaîne avec du contenu et potentiellement exister, créer des revenus et tout ça, enfin tout le système YouTube classique, et le fait de faire un film de temps en temps qui coûte 20 000, 30 000 balles. C'est pas mon cas sur Casdep, mais je veux dire, c'est un peu ce que ça coûte très rapidement quand tu as 3 acteurs, une équipe technique et machin, et que tu veux rester dans les clous de la convention collective. Bien sûr. Et payer tout le monde en fait. C'est ça, exactement. Mais voilà, pour être plus positif, on a quand même réussi à faire des trucs cool. Non, mais c'est vrai. Sur un monde arabe, déjà, par exemple, entre guillemets, vous attirez des noms au casting aussi. Vous avez Simon Astier dans le rôle titre, vous avez Firmin Richard qui est plus une actrice de théâtre et cinéma. Il y a Medine, le rappeur, qui fait partie du casting. En fait, ça, c'est aussi parce que je savais que c'était potentiellement le dernier que je faisais. Du coup, je voulais me faire kiffer. Non, puis j'ai essayé de trouver l'équipe parfaite, tu vois. Je me suis donné l'objectif d'aller chercher les rôles que je veux le plus, de pas me mettre de barrières, etc. Et je les ai eus. J'ai demandé à Firmine, elle a dit oui. Enfin, tu vois, des fois peut-être faut y aller, quoi. Et sans forcément réticence de se dire c'est pas un projet cinéma, c'est pas un projet télé. En fait, les gens ils disent si le texte leur parle, tu vois, ils y vont, quoi. C'est pas plus pris la tête que ça, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas eu trop ce sujet. Le support finalement n'est pas une grande question pour les acteurs, pour la RL, peut-être plus pour les diffuseurs ou les producteurs. Ouais, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, l'idée, c'est peut-être pas toujours le plus important, mais c'est forcément un curseur important. Ouais, je pense que c'est ça. Tu parles, quand tu travailles avec des artistes, quels qu'ils soient, je veux dire, faut une base de départ, et cette base de départ, c'est forcément un concept, une idée, un truc qui se tient, quoi, et qui va, quand on va le lire, on va se dire, ok, j'adhère. Parce qu'en fait, c'est ça la première lecture finalement. Il y a pas, même si t'as un storyboard ou quoi, j'en sais rien. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout, c'est juste du texte. Une idée, quoi. Et c'est forcément le plus important, quoi. Après, un prix comme celui-ci sur le Festival de Clermont, c'est peut-être une porte ouverte. Peut-être un peu tard, on est en 2022, ça aurait été peut-être bien d'avoir ce genre de porte ouverte avant, et c'est pas contre le Festival de Clermont, mais c'est de manière générale, bien sûr. Mais ça y est, là, on a peut-être quelque chose qui est en train de s'impulser. Et, non, mais c'est que le web, même déjà au-delà du prix, qu'on soit là, tu vois, parce que tu as raison. Ça aurait dû arriver avant. Bravo à Clermont pour être les premiers, tu vois, à le faire. Mais souvent, aussi, ce que je disais, c'est que les créateurs sur Internet, ils manquent de valorisation, en fait, de considération, tu vois. Ça paraît con, on se dit, ils boudent ou quoi. Non, mais c'est vrai, c'est que moi, je sens qu'il y a des personnes qui ont envie de le faire et qui se disent, ouais, mais en même temps, on n'est pas respecté, tu vois. Ils se sentent pas valorisés, donc c'est dommage, en fait. Si ça se joue qu'à ça, tu vois, qu'à se sentir un peu considérés, faisons des prix, invitons-les à faire des festivals. Et, voilà. Et à l'inverse, les créateurs du web se sentiront peut-être plus légitimes, donc prendront peut-être plus les devants aussi. Je pense que ça peut créer du coup une émulsion, et ça va servir à tout le monde. En fait. Moi, je suis pas sûr de ces chiffres-là, mais hier, en gros, il y avait 600 personnes qui attendaient devant la salle, un truc comme ça. Ils ont je pense qu'il y a empêché 400 personnes de rentrer parce que la salle elle pouvait. Mais oui, mais je suis passé devant la salle, c'est vous. C'est à cause de nous. Mais non, mais parce que en fait, je suis passé devant la salle, je me suis dit il y a énormément de monde pour cette séance quand même. J'avais complètement oublié que c'était pop-up et je voyais la queue, je connais la capacité de la salle, j'ai fait on va pas rentrer. Donc c'est un super signal déjà pour eux. Et pour se dire ok, l'année prochaine on fait plus grand, plus fort et tout. Et puis du coup il y a aussi une rencontre, je veux dire, avec des gens qui sont dans un circuit plus traditionnel. Même si c'est pas forcément ce qu'on cherche à tout prix, quand même c'est des gens qui produisent des films, qui font des trucs, qui travaillent dans un système complètement différent. Et toi tu débarques avec ton projet, quel qu'il soit, mais qui a été diffusé sur Internet. Et là tu parles à des gens qui ont l'habitude de produire pour le ciné ou la télé ou quoi, et ça ouvre je pense des portes vraiment. Et puis côté spectateur, il y en a certains pour qui, de manière générale, vous êtes leur star quelque part. Des gens qui vont pas au cinéma ou qui n'ont pas l'habitude de consommer du court-métrage, à part sur YouTube des créateurs. Si on prend les plus gros, les Golden Moustaches, si on prend les plus petits, par exemple, ou un peu plus petits, les Parasites, ou ce genre de choses, des collectifs qui font du court-métrage depuis longtemps sur YouTube aussi. Et qui sont pas remis en question du tout, tu vois. Pour cette génération, c'est genre. C'est normal. C'est d'autres courts-métrages, quoi. C'est une autre. Nous, on le sent aussi, hein. Quand on est là, on se sent. Enfin, déjà, on est invité, on se sent valorisé, comme je disais. Mais quand on voit aussi les contenus et tout, on se dit, je pense que si on prend ton cours, on le met dans une autre section. Il n'y a personne qui va dire mais c'est un truc internet ou quoi. Si on prend le mien, on le met dans le lab, tu vois. Si on prend un lab aussi, on le met sur Internet. Ça qui est cool en fait. C'est juste des histoires de
de médium, de manière de fonctionner, mais après le produit fini, tant qu'il est qualitatif, etc., bah, c'est le principal, quoi. Ouais, puis en plus, y a un truc un peu, un effet générationnel, étant donné que les cours qui sortent là, c'est des cours de, bon là, en l'occurrence trentenaire, mais c'est aussi parce que Internet a démarré en 2007. Enfin, ça se trouve. C'est plus nouveau. ouais. Non, mais c'est plus nouveau, mais je veux dire, le temps que ça s'est fait. Bah oui, c'est vrai. Donc il se passe ça aujourd'hui. Bah, donc dans 10 ans, bah, peut-être, voilà, il y aura un gars de, je sais pas moi, 75 ans qui aura fait son cours, il y aura un gamin de 15 ans, enfin j'en sais rien, et tout ça sera au même endroit, quoi. Aujourd'hui, c'est un peu, voilà, c'est un peu générationnel, le truc de trentenaire. Enfin là, c'est pas pour rien. Je pense que les sujets se recoupent et tout, mais c'est parce que aussi, voilà, on est né dans les années 90. C'est très générationnel. Ça, C'est très générationnel. Je tiens quand même à dire que dans ce programme pop-up, en plus de CASDEP, donc ton court-métrage Alexandre et Montserrat, le tien à Nice, il y a Promo 2000 de Paul Lapierre, le court-métrage d'Alexandre Aminien qui s'appelle Babaou, et puis Théo, je m'oublie toujours le nom de famille, Tania Larcinez, voilà, qui font partie aussi de cette sélection pop-up et dont le prix sera remis cet après-midi. Je sais pas si c'est quelque chose que vous attendez avec grande impatience. Non, pas plus que ça. Je suis pas sûr que vous faites ça pour les prix, mais. Oui, non, mais enfin, comme je te disais, le plus important, c'est qu'il soit vu. Ouais, et puis d'être là, tu vois. Ça, même, enfin, c'est mortel en fait. Et là, hier, moi, j'ai découvert les cours pour le coup, et je suis trop content d'être avec ces 4 personnes-là, tu vois. Je trouve que la sélection, elle est bien, donc ça va. Ils peuvent le donner à quelqu'un d'autre. J'aurais pas trop le seum. Des fois, t'as le seum, là, ça va. Oui, voilà, non. Voilà, le fait d'être là, débarquer là. On est les premiers, tu vois, on peut pas se plaindre. Cool. Voilà, ça serait relou de dire quoi, j'ai pas gagné. Bah attends, ils viennent d'inventer le prix, mec. Sois content déjà. On est dans les 5, on a peut-être déjà gagné. Et puis je précise que tous ces cours sont disponibles donc sur internet, la plupart sur YouTube notamment, et puis sur le site du festival du clermontfilmfest.org pour les retrouver. Peut-être un dernier mot, juste nous dire un petit peu où en sont vos prochains projets, parce que là vous accompagnez ces courts-métrages, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent ou des choses complètement différentes? Ouais, bah moi en fait j'ai une chaîne YouTube avec un collègue qui s'appelle Nexus 6, donc c'est un projet de chronique fictionnée, donc un peu à la manière du JDG, tout ça, mais bon, ça fait 7 ans qu'on fait ce projet. On parlait de chaînes ou de projets qui étaient très suivis sur le web. Nexus 6 en fait partie. Ouais, bah c'est vraiment une grosse niche, communauté qui. Il y a une grosse communauté qui suit Nexus 6. Ouais, c'est vrai. On a ce qu'on appelle les fans hardcore, quoi. Même si c'est un terme un peu bizarre, mais en gros, c'est vraiment des gens qui suivent le projet. Et comme c'est un truc un peu spécifique et de niche, bah, c'est vrai que les gens qui sont là, ils veulent que ça existe, quoi. Donc on est vachement soutenu à ce niveau-là. Et donc on a une trilogie qu'on a démarré il y a 3 ans, qu'on est en train de terminer, une trilogie d'émissions. Et le projet derrière, c'est une grosse exclue, mais en gros, on aimerait juste en faire un court-métrage, quoi, virer la partie fiction, enfin la partie analyse, je veux dire, et essayer de faire exister juste tout le travail qui a été fait sur la fiction, puisque les effets spéciaux énormes, sur l'épisode 7, il y a eu. Oui, il y a un travail très impressionnant. Hein. Donc c'est aussi l'idée de pérenniser l'univers, le projet, mais aussi d'être vu par d'autres gens, parce que qu'on le veuille ou non, ça reste de la chronique fiction, c'est très, encore une fois, générationnel, tout le monde ne regarde pas ça. Là, l'idée, c'est d'en faire un court. C'est un peu casse-gueule, j'avoue. Même moi, en tant que réalisateur, faut tout coller et tout ça. Mais c'est challengeant, quoi. Donc on va le faire. Voilà, c'est le gros truc qui arrive pour moi. Cette année et peut-être les prochaines. Non, on va essayer qu'en 2022, ça soit. En 2023, en tout cas, il faut que ce soit derrière nous cette histoire, parce que ça fait pas mal de temps qu'on bosse dessus. Mais là, c'est bon. Le plus dur est fait, qu'on a fait une bataille spatiale quand même. Bataille spatiale, c'est pas mal. On a atteint un bon level. C'est bon. Andras, j'avais pas vu, tu voulais intervenir? Parce qu'Andras est à distance avec nous, malheureusement, Covid oblige, mais il fait quand même l'émission. Du coup, tu as dit la réaction par la suite de ce que je voulais réagir. C'était notamment par rapport au fait que la création sur YouTube aujourd'hui, ça se rapproche aussi des thématiques d'un monde sans rap, dans cette idée de nouvelles manières de créer, de nouveaux créateurs, et surtout du fait que le court-métrage en France, ça reste quelque chose qui est quand même moins vu, on va dire peu démocratisé au sens large au public, on va dire à tout public. Et YouTube, c'est aussi une plateforme sur laquelle il y a beaucoup de gens qui regardent du court-métrage sans forcément s'en rendre compte, entre guillemets. Et du coup, d'apporter des compétitions comme ça dans des gros festivals de court-métrage qui sont très axés cinéphiles, ça peut permettre aussi à des gens qui ont l'habitude de regarder ces courts-métrages sur YouTube de se dire « Ok, je vais aller les voir en cinéma et en même temps, j'en profiterai pour aller voir une autre séance. » Et du coup, on ouvre encore à un public différent. Et on est toujours dans l'évolution aussi des mentalités, quoi. Carrément. Et du coup, à Nice, on va conclure avec toi et tes projets, du coup. Moi, je suis pas méga productif sur YouTube, malheureusement, mais je vais quand même faire des choses.
Voilà, j'ai tout ce que j'ai à dire. Non, mais après, sinon, pourquoi je suis pas à temps productif, c'est que là, j'ai la chance d'écrire des séries. Là, j'ai écrit sur 2 séries. Après, je sais pas si ça va vraiment se faire, mais c'est cool. Enfin, c'est pour les plateformes, donc pour moi, c'est un peu la suite logique. J'apprends, j'avance et du coup, j'ai hâte de passer à des formats un petit peu plus longs, quoi. Petit à petit, on avance, on essaie. Tu peux pas nous en dire plus pour l'instant sur ces écritures de série? C'est pas, je pourrais en dire plus, mais c'est juste que en fait, là, je suis à l'étape où on paye un développement. Ouais. On a aimé mes idées et là, je suis payé pour écrire les développements, mais c'est pas vendu. Ouais. Donc, je pourrais en parler, mais si ça se fait jamais, tu vois, c'est relou. Oui, en tout cas, sachez que je suis sur 3 en tout, tu vois. Donc, il y en a peut-être au moins un qui va se faire, tu vois. S'il y en a un qui se fait, j'en parlerai avec plaisir, mais pour l'instant, rien de sûr. Écoute, si tu veux repasser chez nous pour en parler, il n'y a aucun souci. Avec plaisir, c'était sympa déjà. Écoute, vous êtes bien organisé, bien équipé. On fait au mieux, histoire d'avoir un beau plateau pour cette émission à course en sucre. C'est Colibri TV, c'est ça? Colibri TV, avec un K. Avec un K, pourquoi? Ah oui, d'accord. Je sais pas si l'explication te suffit, mais. Pas avec un C comme Kamehameha. Pas du tout, exactement. Merci Alexandre Marinelli, merci Anis Rally d'être passé. Et puis, même si vous n'avez pas le prix, c'est déjà gagné. Exactement. Mais grave, totalement. Totalement. Merci Clermont-Ferrand, merci. Profitez de votre festival. Yes, à fond. Et puis si vous voulez repasser, il n'y a aucun souci. Ça marche. Salut les gars. Bon retour à vous et merci de votre présence. On va continuer, nous, sur Colibri, sur un course en sucre. On va peut-être donner quelques recos, quelques coups de cœur. Ouais. Tu veux commencer? Allez, pour une fois, je commence. C'est préparé, vous avez vu ça? C'est beau. J'ai préparé. Juste parler un petit peu de la séance Canal+, en fait. Ah oui, parce que là tu l'as vu, et t'es le seul de l'équipe à l'avoir vu. Exactement, parce qu'en fait c'est une séance qui est très très prisée, donc 5 courts-métrages qui cette année ont une thématique commune, et c'est en fait un futur dans les 15-20 ans à venir, et comment est-ce que le futur sera en France dans 15-20 ans, et avec une vision un peu positive entre guillemets. Voilà, c'était vraiment l'idée générale, c'est de pas faire un truc trop apocalyptique. Donc voilà, il y avait 5 courts-métrages très intéressants. On avait Eden, Nick le Privé, vraiment ça s'appelle Nick le Privé, c'est Canal qui produit ça, c'est quand même assez osé. On a Palissade, ZAR, donc Zone à respecter, ou encore Bolide. En fait, les 5 sont globalement agréables à regarder, sont très bons, sont bien écrits, avec des castings vraiment cool. Moi, mon préféré dans les 5, ce serait Palissade. Voilà, Palissade qui est avec notamment, j'ai oublié l'acteur, mais on va le retrouver. Mais je suis très nul pour les noms, donc voilà. Réalisé par Pierrick Chopin. Palissade, c'est avec Sarah Stern et Sébastien Chassagne. Exactement, tout à fait. Voilà, qui joue ce duo parce que donc le personnage de Laura Stern est confronté à un sanglier, voilà, qui vient l'embêter parce qu'elle a sa maison en pleine forêt en fait, et du coup son sanglier vient boire dans sa piscine, et donc il détruit sa palissade, et en fait on essaye de trouver un compromis entre le sanglier et elle pour arranger les choses, et c'est très très drôle parce qu'ils font ça vraiment comme si c'était une crise de couple en fait, et c'est super drôle. Au bout d'un moment il y a même une scène où elle est dans la piscine, le sanglier boit dans la piscine, enfin c'est très 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 bien réalisé. Voilà, et après il y a des en séance Canal+. Ouais, en séance Canal+, absolument. Et les courts-métrages seront à retrouver le 6 février aussi sur Canal pour ceux qui ont loupé les séances. C'est noté. Andreas, une reco? Oui, tout à fait. Moi j'ai une reco qui est dans la collection 2, du coup, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Et cette reco, alors que je retrouve la collection 2, c'est Plan Jack 03. C'est un film qui est juste incroyable, je trouve. Qui est sorti en 1967 de Cecilia Bartolomé, et en gros c'est un film où déjà ça commence, on a des gens qui viennent costard cravate dans une grande villa, et il y a un mec habillé tout en blanc qui est à côté d'un mur, et les gens quand ils arrivent ils appuient sur le nez du mec et le mec fait la sonnette. Et en fait c'est à partir de là on rentre dans une villa où il y a un personnage qui est hyper riche, et ce personnage-là paye des millions et des millions des gens pour faire la sonnette, pour faire excellent. La radio. Excusez-moi, ma voix me lâche. Pas de souci. Pour faire la sonnette, pour faire la radio, et pour faire tout un tas de choses, des chaises et tout. Enfin, on a vraiment tout un tas de meubles qui sont faits par des personnages. Alors c'est très drôle, et le film est très rythmé. Et en gros, c'est vraiment un mélange entre du Guy Ritchie et du
Quentin Dupieux. Okay. On est vraiment dans cet univers-là où on est dans une grosse scène où en fait ils doivent faire tomber amoureux une nana qui est ultra riche et tout, et ils font tout un stratagème où on voit tout le plan qui se prépare pour qu'elle puisse tomber amoureux en fonction de toutes les personnes qu'elle a aimées avant, avec qui elle a couché, tout ça. Et en même temps, on a un côté très gangster un peu. C'est vraiment très original et très drôle jusqu'à la fin. Donc je vous conseille vraiment Plan Jack 013, qui est en séance collection 2. Du coup, je sais pas si elle repasse la collection 2, je crois. C'est possible, faut vérifier, c'est possible. Tiens, ça me fait penser qu'en collection 1, c'est des courts-métrages de la Horde, un collectif de chorégraphes et de réalisation, c'est une compagnie chorégraphique. Et il y a un court-métrage qui s'appelle Bondy, qui avait été proposé en ouverture et qui était vachement bien. Qui filmait les habitants de Bondy sous une forme de grande chorégraphie, et c'était hyper chouette. Collection 2, vous pouvez retrouver vendredi soir à la jetée à 20h15. Demain. Ou alors c'est tout. C'est tout. C'est tout. Oui, c'est tout ce qui reste en collection 2. Amélie, t'as pas vu beaucoup de cours malgré tout, est-ce qu'il y en a un que t'aimerais recommander? Alors c'était en France, mais par contre il a perdu ma page. Voilà. Ah. Donc... Alors il faut qu'on meuble pendant ce temps et vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, et puis lâcher un petit like sur Twitch et YouTube, et puis après il y a aussi les plateformes de podcast. Oui, Apple Podcast, Spotify ou encore Google Podcast. Vous avez vu comment on meuble bien pendant qu'on retrouve la page? C'est bien, mais c'est bon, j'ai trouvé. Ça s'appelle le professionnalisme, alors, messieurs dames. ce sera sur la séance F11, ça s'appelle Noir Soleil de Marie Larrivée. C'est un film de fiction animé de 2021. J'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il parle vraiment de relations familiales, même si ça montre aussi que rien n'est tout beau, rien n'est tout rose chez nous, hein, même si on essaye de prouver le contraire. C'est vraiment un lien qui se crée entre la fille et le père, mais un lien qui se défait entre le père et son propre père qui vient d'être découvert, son corps vient d'être découvert. Mais la fille, elle, va essayer de renouer les liens avec les deux. Aussi fort que jamais, même si son grand-père est décédé. Et c'est un film très émouvant, très joli aussi, très bien fait. Et il m'a vraiment captivée, même si c'est tout calme, pas trop avec très peu d'action, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé à venir le voir. Et j'en profite pour vous dire que c'est dans la séance F11, donc disponible encore jusqu'à la fin du festival, et que demain nous aurons les réalisateurs de 2 films qui font partie de cette catégorie F11, Olivier Gandry pour le film TNT, et Amélie Bonin pour le film Partir un jour. C'est une très bonne sélection, F11. Si vous avez l'occasion de la voir vraiment dans les prochains jours, faites-le, parce que c'est peut-être l'une des meilleures, je trouve. Ils viendront sur le plateau et on aura l'occasion d'en parler avec eux. Justement, ça sera assez top. Même Partir un jour, il est super bien en fait, avec la comédie, l'humour et tout. C'est un film qui rend aussi hommage à la comédie musicale et au karaoké. Et nous, on se trouve dans un bar à karaoké pour faire cette émission. Donc, autant vous dire, c'est tout trouvé. Exactement. Amélie Bonin, c'est déjà enchanté de venir, je peux vous le dire. Moi, je vais finir avec un autre film d'animation à vous recommander en programme F1 qui s'appelle À cœur perdu, un film de Sarah Sedan, qui est en fait l'histoire d'un immigré iranien qui habite en France avec sa famille, qui vit de petits boulots, tout ça. Très gentil, très bienveillant, très sociable, très servant. Et en fait, après une agression, il va se rendre compte qu'il vit sans cœur. Ah ouais. Qu'il n'a pas de cœur. Il peut vivre, tu vois, mais il n'a pas de cœur. Et il va retourner en Iran pour voir s'il peut pas retrouver son cœur. D'accord. Et ensuite, pour revenir en France et vivre avec sa famille et son cœur à l'intérieur de lui. Et en fait, c'est un film qui enfonce un peu des portes ouvertes, mais qui a une jolie morale et qui est bien fait aussi. Et voilà, je vous invite vraiment à voir À cœur perdu. C'est très mignon. C'est très très beau, très mignon. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'animation choisie. Comment ? C'est tout kawaii. C'est tout kawaii. C'est tout mignon, C'est tout mignon. Les amis, on a fini les recos. Est-ce qu'on finirait pas par un petit jeu rapido ? Oh bah oui. Allez. Eh ben, si vous voulez. Est-ce qu'Andreas est là ou pas ? Parce que j'ai l'impression qu'il est parti. Il arrive, il a couru, il arrive. On va peut-être l'attendre pour le jeu, parce que si on fait un jeu sans lui, il va encore gueuler. Ah bah oui. On a quelques passages, j'ai l'impression, là sur le chat. Merci à la bise de nous suivre. Oui, merci beaucoup. Voilà, il nous disait qu'il était très très fort au Monopoly parce qu'on parlait de casse-dep et que lui il est très fort et que lui, pour gagner, il compte que sur une chance. C'est la chance que mon adversaire a, en fait, que l'adversaire ait pas de chance. D'accord. C'est la seule stratégie pour gagner au Monopoly. Ok. Alors moi j'ai une stratégie au Monopoly, c'est que tu achètes des maisons, des hôtels, tu te ruines à les acheter et après tu vas te foutre en prison.
Parce qu'en fait, quand tu vas en prison, tu ne joues pas. Et du coup, et les autres raquent. Ouais, tu peux quand même récolter l'argent. Et tu peux récolter l'argent parce que les autres raquent. Donc c'est la stratégie en fait, la Monopoly. Si t'arrives à cette stratégie, bah t'as quasiment gagné. Donc c'est un peu cher Monopoly. Bref. Est-ce qu'on ferait pas un petit dernier quiz, Andreas? Oui. C'est ce que je posais comme question. Ah bah oui. Aux chroniqueurs et aux auditeurs, spectateurs. Il faut vraiment que j'arrête de dire auditeurs sur Twitch. Et oui. C'est un impact des auditeurs. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils nous regardent aussi plus que. Il y a des gens qui nous voient, il y a des gens qui nous entendent, il y a des gens qui font les deux. Exactement. On a eu une émission spéciale pop-up, spéciale le court-métrage du web aujourd'hui. Je vous propose un quiz du web. Ok, allons-y. Des questions. Comme lundi, je vous pose une question. 2 points si vous trouvez 100 propositions de réponse. Sinon, je vous donne 4 choix de réponse et c'est à vous de retrouver la bonne réponse parmi celle-ci et ça fera 1 point. Est-ce que c'est clair? Oui. Tout à fait. Alors, première question. Selon les chiffres de YouTube en France, combien de visiteurs uniques se rendent sur la plateforme chaque mois à 5 millions près? En France, hein? Oui, en France. Selon les chiffres de YouTube en France, combien de visiteurs uniques se rendent chaque mois sur YouTube? À 5 millions près. Il y a combien de personnes qui vivent en France? 66 millions. 67 peut-être? On est sur du 67-68 millions. 67, moi, je dirais 15 millions uniques. Comme ça fait entre 10 et 20. Voilà. Je dirais plus, je dirais au moins. Moi, je dirais 35. Ouais. Andreas, t'as une idée? Ouais, je dirais 30. 30. Alors, je vais accorder le point à la personne qui est la plus proche de la réponse. Et ça sera un point pour Amélie. Ah, bravo. La bonne réponse était exactement 49,6 millions de visiteurs uniques. Mais elle est pas bonne, elle dit 35. Eh bah oui, mais c'est la plus proche. Ah d'accord, ok. Celle la plus proche, j'accordais au plus proche. 49,6 millions. Ouais, parce qu'en fait, les visiteurs uniques ne sont pas forcément des personnes, puisque par exemple d'un compte à l'autre, ou si vous changez de compte Gmail, si vous passez d'un appareil ou d'une plateforme à l'autre, c'est pas tout à fait le même nombre de visiteurs uniques. Et par exemple, ton ordi compte comme un visiteur, ton adresse IP compte comme un visiteur unique. D'accord, ok. Donc il faut plus compter comme ça, mais ça veut dire que tu as à peu près 50 millions quand même de visiteurs uniques chaque mois en France, qui passe sur YouTube, ce qui est énorme. Je vous donne d'autres chiffres. En même temps, beaucoup de monde utilise YouTube, que ce soit pour voir des vidéos, pour écouter de la musique aussi, on a beaucoup, même si c'est pas forcément la meilleure des solutions. Vous savez combien de vidéos musicales sont visionnées chaque jour en France? Pour les karaokés. Trop. Des vidéos musicales visionnées chaque jour en France, il y en a 76 millions. Ouais, bah, vous imaginez? C'est ouf, hein. Et le pire, c'est que... Oui. Andreas. Non, je dis, ce qui est un peu dommage, c'est que quand on écoute la musique sur YouTube, c'est une des plateformes qui rémunère le moins bien les artistes musicaux. Et du coup, vaut mieux écouter les artistes sur d'autres plateformes type Deezer, Spotify ou autres que sur YouTube qui les rémunèrent vraiment mal. Mieux. Alors après, par contre, point positif, 75% du top 100 des musiques les plus écoutées en France sur YouTube viennent d'artistes français. Ah, ok. Donc 3/4 des top 100, c'est des artistes français. Donc et combien de pourcentage de rap? À peu près 100%, non? Alors je sais pas, mais énormément, parce que les artistes les plus plébiscités sont des artistes de rap. Voilà. C'était, je crois que cette année, je vais vérifier quand même que c'est pas dans mes questions prochaines. D'accord. Mais cette année, me semble-t-il que en 2021, c'était la chanson La Kiffance de Naps qui a fait le plus de vues. Bien sûr. Et suivi de SCH, donc des rappeurs. Bien sûr. Et le temps moyen passé sur YouTube, c'est 50 minutes par jour pour les 18-34 ans. Et c'est pas rien quand même. Pas rien. On continue avec la deuxième question. Dans quel lieu se déroule la toute première vidéo uploadée sur YouTube? C'est dans un zoo. Dans un zoo? Oui, avec une devant des éléphants, je crois. Non, c'est des éléphants. Ah bon? C'est pas un singe? Un éléphant? Alors, Xavier a dit zoo en premier, mais c'est bien des éléphants, ouais. Andreas, bien joué. C'est Me at the Zoo, de l'anglais moi au zoo. C'est la première vidéo qui a été mise en ligne par Jawed Karim, qui est un cofondateur de YouTube. Le 23 avril 2005, c'est la toute première vidéo qui doit durer 20 secondes, quelque chose comme ça. Et c'est au zoo de San Diego devant des éléphants. Il se met en scène, il se passe pas grand chose, mais cette vidéo est passée à la postérité. Voilà. En 2005. Ouais, YouTube c'est 2005. 2005, ouais, vous vous rendez compte? Pas vieux. Et novembre dernier, la vidéo avait recueilli plus de 200 millions de vues sur YouTube. Purée. Voilà, pour donner une idée. Troisième question, on a parlé du Frames Festival tout à l'heure, qui se déroule chaque année à Avignon. C'est l'un des tout premiers rendez-vous de vidéastes du web. En quelle année a-t-il été créé? 2016. Ouais, ça va très vite.
On en a parlé tout à l'heure. 2016, bon, ouais. C'est pour voir si vous suiviez. Okay. Surtout. Oui. Festival co-créé par François Torel que nous avions invité, mais aussi French Food Porn ou encore Patrick Beau de Axolot. Voilà, c'est devenu un des événements culturels de rencontres web incontournables en France. Complètement. 4e question. Quelle chanson est devenue la vidéo la plus visionnée de la plateforme YouTube? Quelle chanson? Ça, c'était Psy? Non, ça a changé. C'est Despacito, je pense. Moi, je pense que c'est Despacito. Gangnam Style pour Andreas. T'as une idée ou pas, Amélie? Vas-y, Amélie. Non, pas d'idée. Tu veux changer de réponse? Ouais. Tu veux dire quoi? Ah, il y a la bise, qui dirait une chanson de Michael Jackson du style Thriller. Non. Thriller? Non. Non, je vais rester sur Despacito, mais. Pourquoi tu penses à quoi? Je sais pas, il y a. Putain, je me dis, il y a une connerie pour gamin, je crois, ou un truc comme ça, qui est très très TikTok en plus compatible. Putain, comment ça s'appelle? J'ai plus le nom. Je vous donne des propositions de réponse ou pas? Alors, dans les propositions, il y a Despacito, Gangnam Style, Shape of You, Baby Shark. Ah bah c'est Baby Shark. Ah, Baby Shark, ouais. C'est Baby Shark. Ouais. Baby Shark qui est passé devant Despacito il y a un an, en 2020, novembre 2020. Vous savez, c'est la chanson qui c'est pas une chanson. Baby Shark, Baby Shark. Oui, mais c'est pas une chanson, c'est une petite. C'est considéré comme une vidéo musicale. Et comme une chanson, une vidéo musicale. Il y a de la musique, il y a des paroles, c'est une chanson, Andreas. Désolé, mais. Tenez-vous bien, elle a dépassé en février dernier. 3 milliards. Les 8 milliards. 8 milliards. En juillet dernier, les 9 milliards. Et tout début janvier 2022, les 10 milliards de vues. 10 milliards. 10 milliards de vues. Incroyable. Despacito est deuxième avec 7 milliards, je crois, de vues. Shape of You est quatrième avec 5 milliards 600 millions. Et Gangnam Style est seulement 11e. Maintenant avec 4 milliards 322 millions de vues. Les chansons pour enfants sont très plébiscitées. Faut savoir aussi que, par exemple, pour Despacito, il y avait eu un bug, je crois, il y a 2 ans, et la vidéo avait été supprimée de YouTube. Et il y avait 2 milliards de vues, c'était devenu le clip le plus vu, et la musique a été supprimée par un hack, ou je ne sais plus ce que c'était. Et YouTube l'a remis avec le bon compte et tout, donc normalement c'est le bon compte de vues. Voilà. Nouvelle question, quel vidéaste cartonne sur YouTube avec ses vidéos parodiques qui s'appellent Les pubs vs la vie? Cyprien? Ah, bien joué. Ah oui. Bravo. Pourquoi je vous parle de cette vidéo? Eh bien parce que c'est fait partie des vidéos les plus vues de l'année 2021. Ah ouais, en France? Ouais, en France. Dans les vidéos qui ne sont pas musicales, la vidéo la plus vue, enfin qui ne sont pas considérées comme des chansons, c'est Je me souviens de McFly et Carlito, avec les fameux gestes barrières, tout ça, qui a atteint énormément de 16 millions de visionnages 16 millions, à la début décembre. Et la deuxième vidéo, c'était celle de Cyprien, les pubs vs la vie, je ne sais plus quel épisode, une parodie de publicité. Et en troisième, c'était une seconde. 4, je crois. Sûrement, une seconde avant la catastrophe, une vidéo de Squeezie en troisième image. D'accord. Voilà. Et donc côté clip, c'est bien la kiffance. Et la bise l'avait aussi, Cyprien. Du rappeur Naps, 112 millions de vues pour Naps cette année. Pas mal. Nouvelle question, remarquée à Clermont-Ferrand et à Toronto, quel prénom est le titre d'un court-métrage canadien réalisé par Walter Woodman et Patrick Sederberg, où l'on suit un jeune homme à la dérive sur Internet et dont l'intégralité de l'action se passe dans un écran d'ordinateur? J'ai rien compris. Par Clermont et le Canada. Il y a un court-métrage qui est passé par Clermont-Ferrand qui a été très remarqué dans une série Labo il y a quelques années, où on suit un jeune homme à la dérive sur Internet et en fait tout se passe dans l'écran d'ordinateur. L'écran de cinéma est l'écran d'ordinateur et on le suit sur Skype, sur YouPorn, sur Facebook, etc. Et on suit son histoire comme ça. Et ce court-métrage, c'est le prénom du gars. Comment s'appelle ce court? Je l'ai pas vu passer celui-là. C'est un court-métrage qui a fait beaucoup parler quand il est sorti et qui donne une référence. Je vous donne 4 prénoms du coup. Alors, est-ce que c'est Steven, Tony, Noah ou Max? Steven, Tony, Noah ou Max? Peut-être. Moi je dirais Max. Noah. Amélie, une idée? Je vais dire Max, ouais. C'était Noah. Bien joué Andreas. Le court-métrage s'appelle Noah. Tu l'as même pas vu. Je l'ai même pas vu, ça m'empêche pas de gagner des points. Il faut le voir, il est hyper intéressant. Il est hyper intéressant. Vous avez vu ou pas les films d'horreur Unfriended où tout se passe dans l'écran d'ordinateur? Et imaginez ça, c'est ça en un peu mieux quand même. Tu vois? D'accord. En fait, ça parle des comportements des jeunes adultes. C'est un film qui a été vu en 2013 et qui avait été présenté au Festival de Toronto et qui avait remporté, le prix du meilleur court-métrage canadien. D'accord. Voilà. Mais c'est très intéressant d'ailleurs, les courts-métrages comme ça où on voit pas le personnage principal et on voit que cet ordinateur ou quand on fait avec un écran de téléphone ou quoi.
ça apporte une autre dynamique, sachant que c'est des choses qu'on utilise tous les jours. En termes de narration, c'est très intéressant. Et ce qui est drôle, c'est que c'était en catégorie labo, donc considéré comme un court-métrage expérimental. Aujourd'hui, ça le serait plus du tout. Ah oui, complètement. Aujourd'hui, ça ne serait plus du tout. Question d'actualité. Quel est le nom du long-métrage sorti hier dans lequel un écrivain à succès est confronté à la révélation d'anciens tweets à caractère raciste ou homophobe? Vu qu'on parle du web. Ah, je sais. Un film qui est sorti hier au cinéma. Un long-métrage sorti hier dans lequel un écrivain est confronté à la révélation d'anciens tweets à caractère raciste ou homophobe. Ah, je l'ai pas su. Quiz du web. On devait parler un peu d'actualité. Je vous donne 4 propositions. Ouais. Parce que là, moi, j'ai pas là. Alors, est-ce que c'est Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Paul Verlaine ou Émile Zorba? C'est Arthur Rimbaud. C'est Arthur Rimbaud. Oui. C'est Arthur Rimbaud. Il est passé à Jean Carmé, ouais. Tu l'avais vu, Carmé, même, toi. Il est très très bien. Il fallait le voir. Film de Laurent Cantet, qui 12 ans ou 14 ans après Entre les murs, d'accord, s'est attaché de nouveau les services de Rabban Aïtoufella, qu'on avait vu notamment dans Grave, et à qui il offre le premier rôle. C'est son tout premier rôle, premier rôle au cinéma, à Rabban Aïtoufella, un mec que j'embrasse et que j'adore. Et c'est un film qui est inspiré de l'affaire Mehdi Meklat, vous savez, qui avait écrit des bouquins, et en fait il avait fait un faux compte où il faisait des caractères, des tweets un peu injurieux, tout ça. D'accord. Et ça lui a retombé sur le coin de la tête, alors que lui il a dit non, c'est juste un espace d'expression et une manière d'inventer un personnage. C'est pas moi qui parle, c'est mon personnage. Et en fait, le film revient là-dessus et il est hyper intéressant. Voilà, donc je vous invite vraiment à le voir. C'est pas juste manichéen comme film, donc ça vaut vraiment le coup. Ça s'appelle Arthur Rimbaud, c'est sorti hier dans les salles. Et c'est à l'affiche du Capitole à Clermont-Ferrand. Ouais, tout à fait. Dernière question. Oui, ça c'est une question à la culturellement vôtre, Made in Andreas, vous allez voir. Oula. Ouais. Remettez ces sites internet dans l'ordre en fonction de leur date d'apparition sur le web. Ah, date d'apparition, ok. Ah oui, ça c'est mon délire en ce moment sur Culturellement Votre. YouTube, Wikipédia, MySpace, Vimeo. On est sur des sites de partage ou des sites d'apprentissage. YouTube, Wikipédia, MySpace, Vimeo. Alors, chronologiquement du plus ancien au plus récent, en ordre de sortie d'apparition sur le web. Wikipédia. Ah, on n'est pas ensemble. Non. Non. Alors moi je dirais oui. Moi je dirais Wikipédia, YouTube, MySpace et Vimeo. Wikipédia, YouTube, MySpace, Vimeo. Ok. Ouais. Andreas, t'as une idée? Ah, je serais tenté de dire MySpace, Wikipédia, YouTube et Vimeo, comme la bise, ouais. MySpace, YouTube, Wikipédia et Vimeo, ok. Non, MySpace, Wikipédia, YouTube et Vimeo. Ouais. D'accord, ok. Wikipédia avant YouTube. Et du coup, pour toi, Amélie? Wikipédia, c'est Wikipédia, MySpace, YouTube et Vimeo. Eh bien, personne n'a la bonne réponse. Wikipédia, c'est en fêter leurs 40 ans. Mais c'est 40 ans, pas du tout. Non, pas possible. Pas du tout. Bah non, Internet, t'as pas 40 ans, donc... Non, Wikipédia, c'est les années 90. Alors, mais en tout cas, c'est Amélie. Non, leurs 20 ans, ils ont fêté. C'est Amélie qui se rapproche de la réponse, parce que le plus ancien est Wikipédia. Donc il fallait commencer par Wikipédia, c'est en 2001. Ok. Puis MySpace. En 2003. Ah ouais, avant YouTube. Okay. Puis Vimeo en 2004. Ah oui. Et c'est YouTube le plus récent des 4 qui est sorti en 2005. Ça, vous aviez la date, mais apparemment pas celle des autres. Okay. Voilà. Très bien. Et ben je crois que je n'ai même pas compté les points. On s'en fiche. Ouais. On s'en fiche. Bien joué, c'est pas grave, on a tous gagné. Oui, voilà, c'est comme l'école des fans. Exactement. Bravo. Et je veux mes cadeaux, hein, par contre. Ouais, bah abuse pas non plus. Je pense qu'il est temps de finir cette émission. On a cassé un peu le timing. On avait prévu de faire 11h30 et en même temps, est-ce qu'on s'en fiche pas un peu? Mais oui. On s'est fait plaisir. Tranquillou. Si vous voulez revivre cette émission parce que vous avez pris en cours, on a eu François Terrel, on a eu Anaïs Fabre, on a eu Anis Rally, on a eu Alexandre Marinelli avec nous au micro et c'était un plaisir de les avoir. Donc moi je vous invite vraiment à réécouter cette émission sur les applis de podcast. Absolument. Et sinon de nous revoir sur YouTube ou sur Twitch en replay. La rediffusion en vidéo bien sûr à découvrir. Voilà. Un peu partout. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, Andreas, Amélie ou Xavier, ou est-ce qu'on rend l'antenne? Enfin, on rend pas l'antenne physiquement, mais... Oui. Attends, parce qu'il y a pas des trucs qui se passent aujourd'hui. Il y a la conférence du coup YouTube qui se déroule à 14h. Il y a Polar aussi ce soir, absolument, à 21h. Polar, c'est pas ce que je conseillerais le plus, hein, à vrai dire. Bah après, pour les deux derniers courts-métrages... oui, mais c'est pas... À la limite, à la même heure, à 22h, je conseillerais D4. La séance Danse 4, vraiment à voir, qui est plus intéressante. Okay. Il y a la remise des prix pro, donc notamment le prix Queer Métrage qu'on a reçu hier, le prix Pop-Up aujourd'hui, c'est à 16h. Et puis il y a aussi d'autres, il y a Décibel à la Jetée ou encore XXL à Conchon.
Donc voilà, et puis il y a beaucoup de choses demain, puisqu'à 20h15, Vincent Maël Cardona présentera Les Magnétiques, son long métrage au Rio à 20h15, et nous l'aurons en interview demain matin. Et puis à 21h30 à Cocteau, il y aura la série Terror, la série des films d'horreur espagnole, de terreur espagnole, et ça sera la grande séance que je ne manquerai pas. Ça, c'est certain. Ils sont très très forts, les Espagnols, pour les films de genre, tout ça. Ils ont vraiment une. Je trouve ne parlons pas de la séance terror, s'il vous plaît, j'ai assez les boules. Ok, on n'en parle plus. Juste pour moi, finir en disant que demain nous aurons avec nous donc Vincent Maël Cardona en interview, le DJ compositeur Parawan, qui sera également là. Isia reviendra pour nous faire une petite chronique et nous parler de danse. On aura Amélie Bonin et Olivier Gandry en tant que réalisateurs. C'est ça. Et je pense que c'est déjà beaucoup. Ça fait déjà pas mal. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Bah oui. Je crois que c'est le moment de se souhaiter une bonne journée. La commu, à très vite. Et puis, on se dit à demain, 10h, pour un nouveau Cours sans sucre. Ciao, bye bye. À demain. Salut. Ciao.